De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can't do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Il est temps, oui, il est temps. Nous sommes en juillet, les amis. Nous sommes le 7 juillet. Il est temps de relancer l'hymne de l'année dernière, l'hymne de l'été de l'année dernière, Ausländer Heraus, qui nous vient évidemment de nos chers amis allemands, les amis. Cet hymne qui a fait grincer tellement de dents dans la presse mainstream. Bon, écoutez, voilà. Faut peut-être expliquer parce que je pense sincèrement qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la ref dans nos auditeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vas-y, tu peux expliquer, ouais. Alors, j'explique, c'était pendant quelle compétition l'année dernière? Je me perds tellement il y avait des compétitions. L'Euro. Oui, c'était pendant l'Euro de football. En gros, la musique, vous avez peut-être reconnu si on chante à peu près bien, c'est Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Tam, tadadam, tam, tadadam. Vous voyez, c'était un titre, un peu le début de la dance et tout. Voilà. Je pense que vous voyez de quel titre je veux parler, sinon vous tapez L'amour toujours. Et en fait, nos chers amis allemands ont changé les paroles. Parce qu'il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de parole dans le titre de base. Et eux, ils ont fait. Redis l'allemand, je crois que tu fais mieux l'allemand que moi. Ausländer raus, ça veut dire les étrangers dehors. Voilà, les étrangers dehors. Et en fait, ils chantaient ça, et au point que les stades ont dû interdire la diffusion de cette musique-là. Et sauf qu'en fait, c'est un petit peu un truc entre gens qui se reconnaissent d'une certaine frange, on va dire, de la population qui en ont marre des étrangers, quoi. Et en fait, ce qui est assez drôle, moi par exemple, j'ai un pote à moi qui est allé à un mariage et il a fait son entrée sur ça avec sa femme. Et en fait, la famille de sa femme est totalement de gauche, etc. Et ils n'ont pas compris la ref. Ils n'ont pas compris à quoi il faisait référence. Là, tout à l'heure, en préparant l'émission, il y a mon ami Jean-Michel Aplati qui m'a dit qu'au Tour de France qui a commencé là, samedi, ça y est, il y a des mecs qui mettent ça sur le bord de la route pendant qu'il y a les vélos qui passent. Oh putain. Enfin bref, si vous entendez cette chanson-là, il y a très probablement peu de chances que ce soit du hasard. Voilà, sachez-le, Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Bon, en tout cas, les amis, on est content de vous retrouver pour le 30e épisode de votre podcast préféré, les amis. Et oui, déjà 30 semaines que nous sommes là. Et encore, ça aurait dû être aujourd'hui le 32e parce qu'on a eu 2 petites semaines où on a eu des problèmes techniques. Donc, on n'a pas pu diffuser. Mais bon, la première semaine. 30e épisode. Voilà, 30e épisode. J'espère que ça vous régale. Et merci d'être toujours aussi fidèle à l'écoute de Jean-Michel Aplati et de Trotsky. Et oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai que la 30 semaines, ça commence à dater. On était là en fin d'année, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de choses qui n'ont pas changé, comme pendant ce temps-là en France, ça c'est pour le coup, c'est assez stable, mais sinon le monde a changé. C'est vrai que quand on a commencé, Trump n'était pas élu, la guerre en Ukraine semblait être gagnée pour les Ukrainiens. Bon, non, ça je rigole, c'était quand on suivait la télé. Gaza et Israël, c'était ils se faisaient juste bombarder, mais il n'y avait pas l'Iran dans le délire. Enfin bref, c'était... Il y a plein de choses qui ont changé, on vit l'actualité tous ensemble, et là ça va encore s'accélérer puisqu'on va suivre l'année prochaine la présidentielle tous ensemble. Ça va être encore un gros délire là sur le podcast. Alors pas l'année prochaine, non, l'année prochaine c'est les municipales, c'est l'année d'après les municipales, la présidentielle. Oui. Je dis n'importe quoi. Oui. Je suis un petit peu pressé que Macron parte, même s'il va peut-être pas partir, mais ça je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait, tu veux sans transition comme on dirait dans le JT de 20h. Votre pendant ce temps-là en France, les amis, comme d'habitude très très bien fourni avec Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron qui n'a pas envie de partir, non, et on va en parler. On va parler évidemment de cette chaleur caniculaire qui a touché la France cette semaine. On va parler des piscines municipales. Et oui, les amis, alors je sais que vous, en tant que blanc, vous n'allez pas aux piscines municipales et il y a évidemment des causes à ça. Oui, je le sais. Moi aussi, je n'y vais pas dans les piscines municipales. Je n'y vais que pendant le mois du Ramadan. Et on va en parler parce que les amis, les piscines municipales sont au cœur de beaucoup d'histoires. La clim est-elle d'extrême droite? On va évidemment en parler. Et puis on va parler d'un député qui n'est plus français.
On va parler de lui, les amis. Sébastien Delogu, l'illettré Delogu, a encore fait des siennes. Ouais, ce sera en son. Donc ça, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir d'entendre Sébastien Delogu. Je pense qu'il faut vous le dire. Voilà, restez là parce que vous entendrez la douce voix et l'élocution de Sébastien Delogu. Et ça vaut de rester. Il y a des chansons magnifiques de Jodassin, des chansons amoureuses de Francis Cabrel, et puis il y a des textes de Sébastien Delogu. Oh putain, ça, c'est pas gentil ça, mais c'est vrai. Ça, c'est ma France. Donc voilà les amis, restez bien là pendant ce temps-là en France. Retour vite fait sur l'épisode de la semaine dernière. C'était, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière déjà? La semaine dernière, alors il y a peut-être, il y aura d'autres trucs dans le programme, sauf si tu veux qu'on parle direct du sondage, mais parce que dans le programme, après le pendant ce temps-là en France, inédit, il y aura l'info de Trotsky. Ça, c'est du nouveau, c'est parce que, en fait, j'ai vu une actualité énorme à l'étranger, c'est la chanteuse Lily Allen. Vous voyez Lily Allen? Fuck you, Mary, Mary, Vous voyez ça? Et ou Smile, make me smile. Je crois que c'était elle aussi, je crois. C'est la Starac, ce podcast. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de me mettre une petite. J'aurais dû me mettre un petit effet, t'as raison. Donc, il y aura une info parce que Lily Allen a parlé de ses avortements en chantant. Donc je vous ferai écouter son son, c'est assez phénoménal ce qu'elle a dit sur les avortements, ça nous permettra de parler avortement. Je sais que ça fait toujours plaisir à la gente féminine qui nous écoute, donc écoutez, ce sera avec plaisir. Et puis à la toute fin de ce podcast, on vous fera une annonce sur l'année prochaine puisque on a déjà réfléchi sur ce qui se passera dans le podcast l'année prochaine. On vous dira absolument tout. Donc ça c'est pour le programme de cette semaine, mais la semaine dernière, tu me lançais à raison sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On a demandé, comme on a fait un épisode spécial sur l'OTAN, est-ce que la France, elle doit sortir de l'OTAN? Voilà, c'était notre sondage. Et la réponse qui a gagné, c'est non, uniquement du commandement. Bon, ce qui est déjà un grand pas, hein, faut dire. Tout à fait. Et petit merci évidemment à YouTube qui n'arrête pas de nous censurer de semaine en semaine. C'est exceptionnel. Bah, là, en fait, c'est-à-dire que nous, on avait remarqué que notre distribution avait été quasiment arrêtée la semaine dernière, mais là ils sont allés plus loin puisque pour la 4e fois ou 5e fois, je suis comme Lily Allen, moi je me souviens plus du nombre de mes avortements, 4e fois, 5e fois, la vidéo est passée toute seule en privé. Alors sachez que moi il y a plein de gens, même dans mon entourage de gens qui savent que je suis saint d'esprit, qui m'ont dit tu sais que c'est impossible. Tu regardes les conditions de YouTube, soit ta vidéo ne respecte pas les droits, tu prends un avertissement, donc ta chaîne saute, je sais pas quoi, soit ta vidéo, elle est masquée parce que YouTube dit non, tu violes les trucs, machin, mais qu'elle passe en privé toute seule, c'est-à-dire que plus personne ne veut la voir, ça n'existe pas. Officiellement, ça n'existe pas. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, ça n'existe pas, hormis un bug. Et nous, pour la 5e ou 4e fois, on a eu ce bug au bout de 24 heures, à peu près, même moins que ça d'ailleurs, c'était dans l'après-midi du lendemain. Hop, la vidéo sur l'OTAN est passée en privé. Alors peut-être que c'est les couilles sur la fiche, sur la miniature qui ont posé problème, je ne sais pas. Enfin bref, la vidéo est passée en privé alors qu'on était à 24 vues. Donc un truc, je veux dire, ridicule. Qu'est-ce que ça vous embête qu'on fasse 24 vues en 24 heures? Mais c'est quoi le délire, tu vois? Donc bref, on s'est fait encore une nouvelle fois mettre en privé. Donc quand je l'ai remise en public, évidemment, la vidéo ne décolle pas du tout puisque quand elle mange plus de vues pendant des heures et des heures, en pleine ascension, évidemment, on se fait faucher. Donc comme d'habitude, YouTube qui nous nique de manière totalement arbitraire alors qu'ils nous disent pas quelles conditions violent en fait. C'est ça le truc. C'est que, ah non, ta vidéo passe en privé. Pour quelle raison, on ne sait pas, puisqu'ils nous accusent de rien. Donc c'est insupportable, et on voit qu'on joue pas à égalité avec des podcasts qui, eux, auraient d'autres idées, en fait. Et donc nos idées, c'est parce qu'ils veulent pas qu'elles soient répandues. Donc c'est insupportable. Et donc, la solution, il y a quand même une solution. Nous, on n'est pas en train de chialer, c'est que ça dépend que de vous, en fait. Vous devez surpasser l'algorithme, donc vous devez mettre des likes, mettre un commentaire, on soutient, voilà, et partager, en fait. Si nous, on peut passer au-delà de l'algorithme YouTube, mais ça dépend que de vous. Pour contrer la censure soviétique de YouTube, les amis, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Parlez de ce podcast autour de vous, les amis. Et oui, bon, évidemment, toujours avec une petite prévention. Oui, vous dites toujours à la personne à laquelle vous passez ce podcast, mouille-toi la nuque avant. Ça, c'est une base. Ça, c'est une base. Mais après, il va apprendre plein de choses. Putain, c'est un podcast politique. C'est un podcast musical. C'est un podcast culture. Voilà. C'est vrai. Nous, on est les trois, donc c'est ça qui est quand même exceptionnel. En fait, le truc qu'il faut dire et qui est une vérité, c'est que vous lui dites, voilà, si vous en avez marre d'écouter des infos uniquement aseptisées, là, le curseur, tu le mets au maximum. Voilà, donc là, c'est sûr, c'est provoquant, ça envoie du lourd, mais ça fait du bien un petit peu de nommer les choses, et évidemment, ça reste, il y a de l'humour, il y a de la provoque, faut se détendre aussi. Et à l'époque,
Rappelez-vous, on avait le droit de vanner n'importe qui, de faire des accents, des trucs comme ça. C'est juste nous, les malades mentaux, on s'est tout interdit. Hein. Mais c'est juste que nous, on est juste dans les années 80 dans notre tête. Mais je suis désolé, on avait eu le droit à l'époque. Hein. Je veux dire, c'est nous qui sommes devenus des putains dans le wokistan. C'est devenu insupportable. Mais à la base, la satire, c'est très répandu en France. Hein. Désolé de vous le rappeler, les amis. Nous sommes un des principaux pays satiriques dans le monde entier. On est d'ailleurs connus pour ça, les amis. Donc, nous, évidemment, on adore ça. Et donc, on exagère évidemment toujours le trait. On fait évidemment des généralités quand on parle de sujets. Eh oui, non, mais ça, on est obligé de le dire. Oui, on est obligé de faire un petit disclaimer. Oui, on est obligé parce que déjà, c'est pour passer la censure YouTube. YouTube, écoutez bien, je vais un petit peu mettre de l'eau dans mon vin, c'est très important. Non, en vrai, pourquoi je voulais dire ça et pourquoi on s'est dit, ce serait bien qu'on dise un petit mot, c'est qu'à chaque fois qu'on attaque, régulièrement, ça c'est plutôt Jean-Michel Aplati qui attaque les retraités, je reçois 1 ou 2 messages. Oui, moi je suis retraité, je ne me reconnais pas. Dès qu'on attaque les fonctionnaires, j'ai un message souvent d'un des auditeurs qui est prof, voilà, je le salue, qui m'envoie un message. Oui, bien sache que nous les profs, on fait ce qu'on peut. Dès que on attaque les femmes, bon ça c'est plutôt moi, sur les 2 derniers épisodes, je reçois des messages. Oui, moi je suis une femme, je suis fan du podcast et En fait, à chaque fois, les gens, je pense que là, vous faites une petite erreur. Donc, on va chacun faire un pas l'un vers l'autre. Vous allez voir la science du compromis. C'est comme dans les guerres et c'est comme ça que ça s'arrête. En fait, nous, on dit, oui, les Noirs ceci, les immigrés cela, les Arabes ceci, les femmes cela, les profs cela. Non. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais si par exemple les fonctionnaires, je sais pas, il y en a combien à peu près en France, genre il y en a plusieurs millions quoi. 6 millions. 6 millions. Eh bien, désolé, mais on va pas pouvoir dans un épisode d'1h30 parler du cas des 6 millions en fait des personnes. C'est oui, alors cet administratif là, il est bien, ce mec là de l'hôpital, ce mec là des routes. En fait, c'est qu'on est obligé de faire des tendances, de faire globalement des groupes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent en général des fonctionnaires ? On estime qu'ils sont plutôt ceux-ci. Les retraités, c'est plutôt des boomers qui votent au centre. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, on est obligé de faire des généralités, des tendances, parce qu'on peut pas parler du cas de chacun. Nous, les gens, quand ils nous disent vous dites que les femmes n'ont pas le sens des responsabilités, qu'elles aiment bien mettre les responsabilités sur les autres. Pourtant, moi, je connais une amie à moi qui ceci. Mais oui, évidemment qu'il y a des femmes de haute valeur, des mecs d'origine algérienne qui sont hyper bien intégrés. Bien sûr, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut voir que les groupes, il y a des surreprésentations d'un trait chez des groupes. En fait, moi, mon argument, par exemple, quand je discute avec des gens qui me disent quoi, mais l'immigration, mais aucun problème, c'est quoi le délire ? Et moi, je leur dis pourquoi parmi je crois que c'est peut-être 5 millions, un truc comme ça, parmi les 5 millions d'immigrés, d'immigrés, il y a une représentation de fous furieux en prison. Je crois qu'on avait dit c'est 30% en prison, alors qu'ils sont même pas 10%. Alors qu'ils sont même pas 10% de la population. En fait, vous voyez, je dis pas que tous les immigrés en fait sont des criminels, je dis que parmi eux, en fait, c'est plus de la moitié, c'est plus de 1/3 de la représentation des criminels dans le groupe entier de la France, alors qu'eux ne représentent que 10%. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas possible d'être surreprésenté. Donc c'est pour ça, quand on dit ça sur le truc de les femmes, elles aiment bien que ce soit jamais de leur faute et tout, on ne dit pas que toutes les femmes sont comme ça. On dit que c'est vrai que c'est un trait qui est plus respecté, qui est plus représenté, à mon sens, chez les femmes, mais chez les hommes, il y a des traits aussi de merde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est évident. Mais en tout cas, ce truc de il faut pas faire de généralité, je suis désolé, mais cet argument-là, on peut plus l'utiliser. Il faut pas faire de généralité parce qu'on est obligé. Vous voulez qu'on traite les individus chacun l'un après l'autre ? C'est impossible. Donc, on est obligé de faire des tendances et évidemment d'y rajouter une petite dose de provocation. C'est logique. Surtout quand on parle d'un sujet politique, on est obligé de généraliser puisqu'on ne peut pas parler politique, agir politiquement sur des cas individuels. C'est évidemment pas possible, les amis. Oui, c'était pour le petit disclaimer. Sans plus attendre, je sais que vous voulez qu'on prenne l'avion et qu'on parte. Bon, les amis, c'est parti. Montez dans l'avion et on s'en va loin. On s'en va au pays du soleil levant. Ni hao. De l'autre côté du mur. Et oui les amis, bienvenue au Japon, bienvenue au pays du soleil levant, bienvenue dans le pays des mangas, dans le pays des sushis, dans le pays des petites... Celle-là, elle est dure. Oh là là, je me suis dit, où vas-tu? Ouh là 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 là.
Allez. Bon les amis, le Japon, oui, qui s'est distingué cette semaine parce que l'ambassade de France au Japon a condamné. Voilà, nous en France on condamne et on se rend sur place. Donc oui, donc là l'ambassade de France a condamné. Je vous lis leur tweet. Un condamné à mort a été exécuté hier. La France, avec ses partenaires de l'Union européenne, s'oppose à la peine de mort partout dans le monde. Et c'est vrai, le Japon a exécuté il y a 3 jours le tueur de Twitter par pendaison. Voilà, c'était un mec qui visait des utilisateurs qui évoquaient des projets suicidaires en leur disant qu'ils pouvaient les aider à passer à l'acte. 240 morceaux de restes humains trouvés dans sa maison, cachés dans des caisses à outils et des glacières. Donc le mec a été exécuté et l'ambassade de France a dit non mais attends, comment ça on exécute un tueur en série, c'est quand même bizarre. Et nous on s'est dit tiens c'est marrant, le Japon préfère protéger un minimum sa population en exécutant les pires criminels que sa société puisse produire, pendant que nous on préfère les relâcher dans la société pour reverser en fait le sang des futures victimes sur la place publique quoi. Donc en fait c'est deux façons de voir les choses complètement différentes entre nous et les Japonais, et on s'est dit ça tombe bien. On savait pas quoi faire comme pays cette semaine, on va étudier le Japon. C'est ça, le Japon. Alors c'est magnifique. Moi j'ai déjà des petites blagues à faire sur ça. Pour tout la team premier degré, je désamorce tout de suite la petite blague. Quand j'ai dit ni hao, c'était une blague. Je confonds pas le chinois et le japonais. Hein. Voilà, je tiens tout de suite à le dire parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont tendus parce que cette culture-là, elle a une fascination en France. Il y en a, ils ne vivent que pour le Japon. Tu as rencontré, toi, ces gens-là qui sont fans que du Japon, qui rêvent que de parler japonais, de regarder des mangas japonais, d'écouter de la K-pop et d'aller vivre au Japon. Tu les connais, ces gens-là, ou pas? Ah les comment ça s'appelle? Les espèces de forums, là. Tu sais, des espèces de forums consacrés au Japon sont toujours pleins. C'est un succès de ouf en France. Hein. Oui, c'est vrai que cette culture nous fascine. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, et si on faisait un épisode sur le Japon? Parce que d'un côté, la France condamne leur peine de mort. D'un côté, il y a plein de Français qui sont fans du Japon, on entend toujours, comme tu dis, les sushis, enfin tu vois, des trucs, mais il y a plein de choses qu'on dit jamais sur le Japon, des sujets qu'on va évoquer là tout de suite. C'est le pays le plus endetté du monde, leur système des retraites est en train de foutre le camp, c'est le pays qui a un taux de natalité les plus faibles du monde, et du coup, s'ils continuent comme ça, dans 400 ans, c'est terminé. Ils ont une criminalité qui est assez faible, ils sont dans une solitude la plus totale, et d'un côté, ils ont une politesse toujours très mythique. Donc c'est vrai que c'est un pays hyper complexe. Donc ça nous a vraiment intéressé. Le premier truc que j'aimerais répondre sur la peine de mort et la France, c'est que 80% des Japonais sont favorables à la peine de mort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On impose aux Japonais, on leur dit non, vous n'avez pas décidé pour votre pays. Attendez, vous voyez bien que notre modèle à nous, Français, il marche super bien sur la criminalité. On a des leçons à donner. Nous, c'est, je veux dire, les rues... je pense que toutes les femmes d'entre vous qui nous écoutez encore, et bravo, qui vous baladez à 1h du matin dans le quartier, je sais pas, en Seine-Saint-Denis, au quartier du Mirail, à Nantes, vous baladez en mini-jupe sans aucun problème, toute seule. Enfin, je veux dire, on peut donner des leçons de criminalité aux Japonais qui, eux, en plus, sont pour la peine de mort. Mais non, nous, on va leur expliquer que non, les Japonais... On va décider à votre place, il ne faut pas que vous fassiez la peine de mort, ce sera beaucoup mieux, ce sera comme dans notre pays, et nous on s'en sort très bien. Donc ça c'était la première petit argument, petite blague. Et 2, j'aimerais qu'on parle un petit peu des conditions de la peine de mort là-bas. Parce que c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant. Dis-moi comment tu tues tes criminels et je te dirai quel pays tu es, tu vois. En fait, ça, ils te préviennent le matin même. Bonjour, vous allez être exécuté. Ah bon? Oui. Et il n'y a pas de truc public ou quoi que ce soit, un peu un show à l'américaine. Non, c'est hop, t'es dans le secret, tu te fais pendre terminer et on dit à ta famille après. Au fait, il a été tué. Donc ça, t'assistes pas comme vous avez tous vu... le film, merde, comment ça s'appelle? J'allais dire la ligne verte. La ligne verte, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Un public, ou même dans Prison Break. Voilà, un public en face du siège, la famille qui pleure, machin. Non, au Japon, hop, ça se décide le matin, truc terminé. Chut, on t'exécute et on dit à ta famille, au fait, il a été exécuté, merci, au revoir. Donc ça, c'est le premier point. On n'exécute pas tant que ça au Japon, c'est entre 0 et 7 par an. À peu près, sachant qu'en 2023 ils avaient fait 0 et en 2024 je me demande s'ils n'avaient pas fait 0 aussi d'ailleurs, mais là ils ont ouvert le compteur, donc ça m'a vraiment intéressé sur cet aspect là de comment ils exécutaient les gens. Et du coup, qui dit exécution le matin même dit que tu peux rester dans le couloir de la mort des années et des années, mais ça ressemble un petit peu, donc je vais pas m'étendre aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un boxeur là qui était resté 40 ans là, dans le couloir de la mort, c'est-à-dire que tu es condamné à mort, on sait pas quand ça va t'arriver mon pote, mais à tout moment tu vas te faire exécuter. Donc le boxeur en l'occurrence il était resté, donc c'est le record mondial, 46 ans dans le couloir de la mort, et il a été acquitté. Voilà. Et
c'est peut-être finalement une des pires punitions d'être condamné à mort sans savoir quand c'est que ça va t'arriver. C'est ça. Psychologiquement, en tout cas, c'est peut-être une des pires tortures qu'on puisse infliger à un homme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle japonais nous apprend que eux, préfèrent se débarrasser de personnes irrécupérables et qui pourraient mettre en danger, en cas de sortie, la sécurité de leurs concitoyens. Puisque je vous rappelle qu'en France, on n'a plus évidemment de peine de mort. Voilà, Robert Badinter l'a aboli, mais en plus, on n'a plus de perpétuité. On a une perpétuité réelle, mais c'est-à-dire que c'est conditionné parce qu'il y a des années de sûreté, si vous voulez, et à partir de ces années de sûreté-là, vous pouvez quand même demander votre libération. C'est-à-dire que Salah Abdeslam, au bout de ses 25 ans de sûreté, va pouvoir, alors ça sera accepté ou pas accepté, mais le mec va pouvoir demander à sortir. Et rien que ça, selon le juge sur lequel il tombe, c'est possible que Salah Abdeslam soit dehors dans 20 ans. Après, quand même, les mecs qui ont fait vraiment des dingueries, généralement, les juges les libèrent pas, pour l'instant. Donc on se dit, j'espère que ça va rester. Mais c'est vrai que dans 20 ans, vu la vitesse à laquelle la France a une folie mentale, une maladie qui s'appelle, je sais pas, le gauchisme ou le wokistan, ou je sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, dans 20 ans, ça se trouve, quand Salah Abdeslam demandera dans quel état on sera et s'il pourra ressortir. C'est vrai que ça pose question. Et puis, il y a un dernier point à aborder, c'est que nous, en France, tu sais, on prend ta peine, on te condamne, si tu es condamné à 7 trucs, on te condamne à un des trucs. C'est-à-dire si tu as fait tuer, violer, attentat, exhibition, je sais pas. Il n'y a pas le cumul des peines, en fait. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. C'est ça, exactement. Alors qu'aux États-Unis, tu prends 237 ans de prison parce que tu as fait 7 fois 8, et puis c'est finito. Pour vous donner un exemple, en France, le viol, c'est 15 ans maximum. Ouais, voilà. Si tu violes, en fait, que tu violes une fois ou 10 fois, tu prendras 15 ans. Alors qu'aux États-Unis, imaginons que le viol, ce soit, on va dire, pour la facilité du calcul, 10 ans. Voilà. Eh bien, si tu violes 10 fois, tu prends 100 ans de prison. Voilà. Donc, c'est pas la même, c'est pas la même. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, et ce qui est d'ailleurs très frustrant pour les victimes, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le Japon, lui, est pro-peine de mort. Japon, un pays très très conservateur, et en fait, c'est tout le paradoxe avec les jeunes Français qui vont au Japon, souvent d'obédience en plus gauchiste, qui s'émerveillent d'un pays conservateur. Et alors, on va vous raconter un peu pourquoi le Japon est un des pays les plus safe du monde, les amis. On va commencer d'abord avec une très forte présence policière. Voilà, la police est omniprésente dans les rues japonaises. Il existe par exemple des petits postes de police avec une présence 24 heures sur 24 avec 1 ou 5 policiers dedans. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. T'imagines, ça paraît extrêmement lointain. En France maintenant, oulala, oui non, c'est ce commissariat-là qui est ouvert. Désolé, notre voiture n'a plus d'essence. on pourra intervenir que demain. Ah non, nous on se déplace plus dans ce quartier-là. Eux les mecs ils sont partout et tout. Donc déjà ça c'est marrant. Deuxième point pour tous ceux qui sont fans du Japon et de LFI en même temps, ce qui est quand même souvent va de pair. Mais attendez, moi je croyais que c'était la police qui était raciste et c'était eux qui faisaient déborder, c'était eux qui créaient les tensions. Et là au Japon du coup ils créent pas les tensions, qu'est-ce qui se passe? Mince. Et attention, c'est pas fini puisque le Japon a une tolérance 0 sur la drogue. Les délits liés aux drogues sont punis très sévèrement au Japon. La possession de cannabis peut vous emmener en prison pour 5 ans. Pareil pour l'alcool. Au Japon, vous ne pouvez pas conduire si vous avez bu la moindre goutte d'alcool. Putain. Donc vous avez vu, on est quand même dans un système très répressif. Ouais, et puis sur la drogue, là, c'est pas le cannabis thérapeutique. Mais c'est pas fini. Au Japon, on a une culture collectiviste, si vous voulez. Donc, en fait, dès l'école maternelle, les enfants apprennent, la base, la politesse, à travailler en équipe. Mais du coup, en fait, ils disent que cette culture collectiviste, en fait, elle implique aussi une forte pression sociale pour que tout le monde, en fait, respecte les règles dans la rue, si vous voulez. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que les gens, en fait, étant donné que 99,9% des gens appliquent les mêmes normes sociales, les 0,1 sont obligés de s'y conformer sous peine, en fait, d'être trop visibles et d'être, du coup, peut-être soit mis à l'écart, soit Pierre mis en prison. Oui, et puis même le regard des gens, t'imagines, t'es le seul gugus au milieu de 100 personnes dans un wagon qui respecte pas les règles, par exemple. Moi, j'adore regarder quand je vais dans un pays, je vais beaucoup dans les transports en commun parce que je trouve que c'est extrêmement révélateur du pays dans lequel t'es, tu vois, sur les règles, comment c'est, si c'est propre, s'il y a du bruit, si machin, comment c'est, est-ce que tu dois valider ton ticket ou est-ce que c'est absolument open bar comme en Grèce, par exemple. Et en fait, là, au Japon, c'est extrêmement mal vu, ne serait-ce que de parler à voix normale. Il faut parler voix basse, surtout pas déranger. Tu ne manges pas
dans les transports. Et en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas marqué un panneau avec ne pas manger. C'est juste que si tu manges, t'as tout le monde qui te regarde, t'es le vilain petit canard. Et tu sais, rien que ce sentiment-là de honte, en fait, tu veux pas le revivre et du coup, tu le fais pas. Et du coup, tu te conformes à la société et du coup, tu te conduis bien, en fait. Alors, c'est des normes sociales qui peuvent vous paraître complètement oufissimes, mais sachez qu'en France, avant que votre pays ne devienne un zoo à ciel ouvert, c'était comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est quand même bien de le préciser. Avant Après, que la qu'est-ce qu'on a norme, au en fait, Japon aussi soit le bordel. C'est ça le truc, c'est que maintenant, la Oui, norme, c'est de mettre ça. ses pieds sur le siège, de fumer une cigarette dans le métro, voilà, et de pisser dès qu'on est arrivé à quai. Et des fois, encore pire, se masturber devant une femme. Oui, ça, c'est tous des les vidéos jours. comme ça dans le métro à Paris, on en voit tous les jours. Au Japon, on a un code pénal évidemment très sévère, alors qu'en France, le code pénal prescrit uniquement des peines maximales. Au Japon, c'est l'inverse. C'est des peines minimales qui sont prescrites et en fait, les peines peuvent être de plus en plus élevées. Donc, si vous voulez, nous, en France, comme on disait, le viol, c'est jusqu'à 15 ans de prison. Au Japon, je vous dis une connerie, Minimum. le viol, c'est minimum 15 ans de prison. C'est Et comme le après, temps on peut- additionnel. c'est ça, oui, 10 c'est ans ça, exactement. minimum. C'est ça. Bon, la peine de mort, évidemment, on va pas y revenir. 85% de la population la soutient. On C'est a ça. aussi quelque chose qui est, une des raisons pour laquelle le Japon est très safe. Et encore, on va parler des chiffres après, mais on a une immigration minimale, les amis. Oui, le contrôle de l'immigration au Japon est très strict. 42 réfugiés ont été acceptés en 2020, 140 en 2025, les amis. Pour vous donner un titre de comparaison, nous, c'est 100 000 demandés et la moitié d'acceptés et la moitié de déboutés. Et sur la moitié de déboutés, les mecs ne repartent jamais. Donc nous, c'est 100 000 Oui, par an. et Voilà. j'aimerais apporter une précision extrêmement importante, c'est que sur un pays qui a beaucoup plus d'habitants, parce que si on se met à peu près à échelle, je grossis le trait parce que c'est plus facile dans les calculs, mais ils sont 124 millions. Allez, je sais qu'on est 70, mais disons qu'on est 62. Ça veut dire qu'ils sont 2 fois notre population. S'ils étaient à la même échelle que nous, ils accepteraient 2 fois plus d'étrangers que nous. Et non, c'est pas du tout ça le calcul. Tu vois, là, le calcul, le X de l'équation est totalement faux, là. Et alors, pourquoi cette immigration quasiment amenée à zéro ? Parce qu'en fait, eux, ils partent du principe que ça favorise le maintien de la culture légaliste et le pacifisme japonais. Donc pour eux, en fait, mais de toute façon, on le dit depuis le début du podcast, c'est-à-dire que pour eux, une société homogène leur permet aujourd'hui d'avoir, par exemple, des épiceries ouvertes 24 heures sur 24, sans vendeurs à l'intérieur, où les gens achètent une canette de coca et payent directement dans une caisse mise à disposition avec plein d'argent dedans. Oui, et ça, cette société homogène permet, en fait, si vous voulez, une confiance bien plus accrue et permet d'avoir ce genre de choses. Et oui. Qui aujourd'hui en France est impossible. Oui, et puis en plus, les mecs, si vous voulez, les conditions, là tout à l'heure on en a parlé en préparant l'épisode, les conditions pour être accepté au Japon, si vous voulez, en fait, moi je vois nos amis LFistes, etc., qui traitent Rotaillot d'extrême droite, tout ça pour les règles qu'ils veulent imposer. Le Japon, si ça c'est l'extrême droite, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que déjà, pour arriver au Japon, donc en fait c'est que dans des domaines qui les intéressent eux, donc ça c'est comme au Canada, il faut être dans la médecine, dans la recherche ou en fait dans des technologies extrêmement élevées, c'est-à-dire l'ingénierie ou technologie de l'information. Voilà, le reste, tu peux oublier. Ta nationalité est terminée. Donc ça déjà c'est 1. Ensuite, 2, il faudra que tu résides là-bas entre 5 et 10 ans, que tu parles parfaitement le japonais pour obtenir la nationalité. Ensuite, donc ça vous croyez que c'est fini ? Non, c'est pas fini. Ensuite, il faudra que tu renonces à ton ancienne nationalité, parce qu'eux, ils considèrent que la double nationalité, c'est de la merde, ça n'existe pas. Soit t'es japonais, soit t'es français. T'es pas franco-japonais. Non, japonais et c'est tout. Donc, vous voyez un petit peu la folie mentale pour être accepté là-bas. Et les entreprises japonaises, elles pratiquent. C'est-à-dire, on n'est pas très ouvert à travailler avec des étrangers. Il faut vraiment qu'on soit sûr que ce ne soit pas des French arabiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on privilégie les Japonais. Ça, c'est pareil, mais dites ça en France. Ah, moi, je privilégie de travailler avec des Français. Ouh là là, extrême droite, malade mental, fasciste, fou furieux. Au Japon, c'est la base là-bas, les gars, c'est la base. Donc, vous voyez un peu les règles pour devenir japonais. C'est pas à la française, quoi. De toute façon, c'est tout l'objet de ce podcast, de vous montrer qu'à l'extérieur des frontières hexagonales, les gens ne pensent pas du tout comme nous. Et nous sommes un pays profondément
marxiste, les amis, à tel point qu'aujourd'hui la préférence nationale fait débat. Mais j'ai envie de vous dire, si il n'y a pas de préférence nationale dans un pays, à quoi sert d'avoir des frontières et à quoi sert le pays? Si les étrangers ont les mêmes droits que les locaux dans leur propre pays, autant ne pas faire de pays. Ouvrons les frontières et we are the world. Bon, mais au Japon, on n'est pas comme ça. On est plutôt des gens conservateurs et du coup, ça implique que la criminalité est aussi basse. On a aussi une interdiction de posséder des armes. Voilà, au Japon, il est explicitement interdit de posséder une arme à feu ou un sabre. Voilà, ce qui n'est pas forcément évident en France. C'est vrai. En France, voilà, on a maintenant la culture de la machette. C'est l'immigration japonaise, ça. Fait chier. Faites chier les Japonais. Faites chier, voilà. Les policiers donc pratiquent tous un art martial et la plupart des arrestations se font sans aucune arme. Et puis aussi, ce qui fait que le Japon a un taux de criminalité très faible, et je vous donnerai les chiffres juste après, c'est une population vieillissante. Voilà. Oui. Donc c'est un fait criminologique avéré. Ce sont les hommes jeunes qui commettent le plus de délits au Japon. Or, le Japon possède une proportion d'hommes jeunes extrêmement basse et du coup mécaniquement le nombre de criminels baisse. Les féministes avec donc raison. All men, voilà. Nos agresseurs sont des hommes. Ce sont les hommes qui nous posent problème. Elles avaient donc raison. Bravo à vous. Fin du podcast, moi finalement. Voilà, je me range de votre côté. Vous aviez raison. Voilà, c'est Jean-Michel Aplati qui nous l'a démontré. Ce sont les hommes jeunes qui causent des problèmes. Et alors, pour finir, dans cette répression féroce envers les délinquants et les criminels, on a au Japon, et c'est ça qui est, alors ça c'est génial, une procédure pénale orientée vers l'ordre. Alors, je vous explique. En France, nous, la procédure pénale protège d'abord la présomption d'innocence. C'est pour ça que même quand quelqu'un est condamné au premier procès avant de faire appel, enfin quand les gens font appel, on dit bon il est présumé innocent, même si le mec on sait qu'il a tué sa femme de 23 coups de couteau, mais il reste présumé innocent, ce qui est totalement pas le cas au Japon. Voilà, au Japon vous pouvez être emprisonné préventivement pendant 23 jours sans même recevoir d'accusation formelle. Et sans avocat. Et on vient t'interroger plusieurs heures par jour et tout. Donc ça, c'est pas du tout la même. Alors en France, oui, attention à la procédure, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un avocat qui soit présent, que tout soit filmé. Eux, il y a une partie qui est filmée, une partie qui est pas filmée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Voilà, l'avocat, pas le time. Et sachez que toute cette procédure résulte à combien, là j'aimerais que vous jouiez chez vous, je vous fais un petit suspense avant de vous donner la réponse, combien en pourcentage de gens qui sont accusés sont condamnés? Voilà, réfléchissez chez vous. 99,9% des gens finissent par être condamnés parce que 90% des gens déjà avouent. Ils avouent. Donc est-ce que c'est parce que leur culture, tu sais, c'est la honte de ne pas dire quelque chose, il faut être absolument honnête et tout. Donc ça, je pense qu'il y a une partie de ça. Et il y a une partie des interrogatoires où en fait, tant que pendant ces 23 jours, tant que t'as pas avoué, tu vas rester là avec nous dans des conditions, c'est pas là, c'est pas Koh-Lantès. Hein. Non, c'est pas vraiment Koh-Lantès. Non, c'est pas Koh-Lantès. En tout cas, toute cette répression fait qu'aujourd'hui, au Japon, pour 100 000 habitants, le taux de vol avec violence est de 1,2 contre. À ton avis, en France, on est à combien aujourd'hui? Alors, c'est quoi? C'est par habitant. Donc, sachant qu'eux, ils sont 2 fois plus nombreux. Donc, c'est vraiment rien. Eux, c'est 1,2 pour 100 000. 1,2 pour 100 000. Nous, pour 100 000, je dirais... Ouais, non, mais j'ai pas envie de dire un chiffre de fou non plus. Parce que si je dis, je sais pas... Ah putain, c'est tellement dur à dire, je sais pas, 300? Non, ça c'est vraiment beaucoup. Non, nous c'est 44,3 en France. Ce qui est quand même énorme. Hein. 44 et puis alors... 000, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, ça relève d'un truc, c'est qu'il y a quand même une partie de la France qui vit dans un autre monde ultra protégé et tout. En fait, il y a ces gens-là, tu vois, que j'oublie, qui font pas partie du quotidien de la plupart des gens. Mais oui. 44, oui. Bien sûr. Et alors, pourquoi le Japon se ferme tant à l'immigration, les amis? Eh bien, parce que cette immigration est criminogène. Et oui, comme dans tous les pays, on va dire blancs, oui, on a une immigration assez étrangère, en tout cas criminogène. Et au Japon, ce qui est bien, c'est que on peut faire des statistiques ethniques, donc il n'y a aucun problème. Vas-y, balance. Devinez quel est le continent du monde ayant le plus de personnes représentées dans la criminalité au Japon, les amis. Alors, et de loin. Tu vas pas faire une généralité, là, j'espère. Non, ça va, c'est des statistiques ethniques. Donc là, il y a les chiffres, on est backup. Ouf, on est backup, on peut le faire. Yes. Donc alors, attends, au Japon, moi, j'ai vu qu'il y avait 90 000 clandestins à peu près de gens étrangers. Et c'était en majorité des Philippins, des Chinois, etc. Enfin, des gens de l'Asie. Donc, en toute logique, j'aimerais te dire, ce sont des Asiatiques, bien sûr, des gens du continent de l'Asie. Non, les Asiatiques représentent
le deuxième continent le plus criminogène au Japon, cela dit, mais de très très loin. Derrière le premier, et donc celui qui se classe en première position, évidemment, de l'autre côté de votre podcast, vous l'avez tous deviné, l'Afrique, les amis, qui est le continent le plus criminogène au Japon et de loin, donc devant l'Asie, les Sud-Américains, les Nord-Américains, les Européens et les Océaniens. Les sources, les amis, je vous les cite, c'est le ministère de la Justice et les statistiques criminelles au Japon. Voilà. Mais pour combien de En mecs 2023. représentés? En fait, moi, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est qu'ils sont numéro 1 pour combien de gars? Parce que si déjà il n'y a que 90 000 clandestins, que la majorité c'est des Asiates, il y a combien en fait d'Africains pour qu'ils soient premiers? C'est hallucinant quoi. Alors je peux pas te dire, alors en nombre je sais qu'on a 17 223 habitants originaires des pays africains. Voilà, ça c'est ce que je sais aujourd'hui, mais je sais voilà, mais ce qui est déjà vraiment une goutte d'eau dans les plus de 100 millions que les Japonais sont. Oui, 120 millions, mais c'est quand même l'ethnie la plus surreprésentée, en tout cas dans les crimes et délits au Japon. Donc vous voyez que vous soyez japonais ou français, vous n'y coupez pas. Les mêmes sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là, peu importe où vous alliez dans le monde. Mais donc beaucoup vous en moins, aurez quand même. peut-être un tout petit peu moins. Voilà, vous en aurez peut-être un peu moins au Japon. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect un peu sécuritaire du pays. Et ça vous montre en fait que, parce que là, vous qui êtes de l'autre côté du podcast, vous avez écouté ça et vous vous êtes dit, bon pourquoi pas finalement. Enfin, il y a rien d'extrême dans tout ça. Mais quand c'est Bruno Retailleau ou Zemmour qui vous le présente en France, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est d'extrême droite. Mais vous voyez en fait la dissonance cognitive entre votre raisonnement français et votre raisonnement à l'extérieur de vos propres frontières. C'est quand même étonnant. Hein. Oui, c'est vrai. On est fan d'un pays et de tout ce qu'il fait quand c'est pas chez nous. Mais alors quand c'est chez nous, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Et on vote pour absolument l'opposé du pays qui est notre idéal en fait. Et après on part en vacances dans ce même pays pendant 3 semaines et on trouve ça génial. C'est vrai. Mais combien j'ai d'amis, en majorité des femmes en plus, qui sont partis au Japon et peut-être tu leur dis mais attends, mais t'étais pas censé être d'extrême gauche toi, je comprends pas pourquoi tu vas au Japon, tu vois, mais comme quand elles vont en Hongrie. Oui. Et tu te dis mais attendez à les Dubaï. gars, mais non mais gros, à Dubaï. Mais oui, pourquoi vous allez dans des pays comme ça, je comprends pas, alors qu'en France vous manifestez dès qu'il y a un clandestin qui va se faire expulser, je comprends pas. Ouais. Ah oui, non mais ça c'est la question. Et pourquoi du coup vous votez pour pour que votre pays ne ressemble le moins du monde au Japon, à la Hongrie ou à Dubaï. En fait, vous votez pour qu'il ressemble plus à la Guinée-Bissau, tu vois ce que je veux dire? Et par contre, vous n'allez pas là-bas en vacances, je ne comprends pas. En tout cas, les amis, pourquoi il y a de moins en moins de criminalité au Japon, outre le fait de l'homogénéité de sa population et de sa répression, il y a aussi un problème forcément de pyramide des âges au Japon, puisqu'évidemment, on ne va pas avoir des délinquants et des criminels de 90 ans. Ça va de soi que t'es délinquant et criminel, plus quand t'es dans le pic de l'âge, si tu veux, entre 25 et 50 ans, c'est là où la criminalité est la plus surreprésentée. Et au Japon, on a un déficit de natalité énorme. Ouais, absolument énorme. Je fais juste une mini parenthèse, c'est qu'on a oublié de préciser, mais le Japon, ils n'ont pas d'immigration aussi illégale parce qu'ils contrôlent leurs frontières de fou furieux. Hein. C'est une île, mais attention, les frontières, tu n'arrives pas comme ça en petit bateau, machin. C'est une île qui est extrêmement protégée et les frontières, ça ne rigole pas, la douane, etc. au Japon. Donc ça, pareil, c'est politique extrême droite pour la France. Fin de parenthèse. Ah oui. Repassons à la natalité. Pour la natalité, évidemment qu'il y a un sujet qui est central, mais central de chez central au Japon, leur natalité. Pourquoi? Parce que leur taux de natalité, de fécondité, là, je crois que c'est ça le mot, une fois que je m'étais trompé, c'est de taux de fécondité, c'est 1,26 enfants par femme en 2022, c'est le dernier chiffre qu'on a. Sauf que, ça vous l'avez compris de manière mathématique, pour renouveler sa population, il faut que chaque femme, et du coup homme, il fasse 2,1 enfants, pour que le couple, ça refasse 2 enfants, et donc ça reconstitue le couple, quand ce couple-là mourra, il y aura 2 enfants. Eux, ils font 1,2. Donc vous imaginez, on est extrêmement loin de renouveler la population. Et d'ailleurs, si vous allez sur les statistiques, comme on dit, de population, vous allez voir que la courbe du Japon, et en fait, ça fait peur, elle est en train de baisser. Elle est en train de baisser. C'est simple. L'âge au Japon le plus représenté en termes de nombre, ce sont les femmes âgées de 80 ans et plus. Elles sont 6 845 000 personnes. Donc ce sont la catégorie la plus nombreuse au Japon et de
très très loin. Les hommes, eux, ceux qui sont les plus nombreux, en tout cas chez les hommes, ce sont les 45-50 ans avec 4 900 000 personnes. Donc vous voyez qu'on a un problème d'équilibre par rapport, par exemple, aux 0,4 ans qui sont chez les hommes 2 500 000 et chez les femmes 2 400 000. Donc on a une jeunesse en fait très faible et une population âgée très très haute. Mais ça, c'est le cas au Japon, mais c'est le cas aussi en France. Mais au Japon, c'est encore un peu plus décuplé. Oui, c'est ça. Et figurez-vous qu'en moins de 20 ans, ils ont déjà perdu 5 millions d'habitants. Alors, vous imaginez, 5 millions, vous représentez ce que c'est quand même assez énorme, puisque leur pic de population, c'était en 2008 au Japon. C'est quand même pas il y a 1000 ans, ils étaient 128 millions. En 2025, ils sont 123 millions. Donc vous voyez que là, ça commence à baisser de manière assez forte. Et en fait, pourquoi ce sujet-là est un sujet, c'est qu'on se rend compte que les jeunes, ils n'ont pas du tout là pour ambition de faire plus d'enfants ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas du tout dans leur, dans leur projet immédiat, on va dire. Et au point que, comme tu nous as cité des chiffres assez importants, il y en a un autre qui est assez marrant, c'est 30% des gens ont plus de 65 ans. Ok, d'accord. Et donc, si on tire un petit peu la courbe plus loin, si on continue de faire des petits points, les Japonais auront donc disparu dans 400 ans, s'ils continuent comme ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet parce qu'on se dit, ils refusent l'immigration, pourtant leur population baisse. Alors que par exemple l'Allemagne, leur population baissait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait venir 1 million de Turcs et fin de l'histoire. Et maintenant, ils baissent plus leur population. Et eux, malgré cette immigration de zéro, malgré cette baisse de population, ils disent non, même si la population baisse, eh bien, on va rester avec une immigration zéro. Donc c'est intéressant, ils ne changent pas de cap et ils ont plutôt essayé de favoriser les naissances avec des mesures style maintenant on gagne de l'argent, enfin on a une petite prime quand on fait un enfant, on a des congés parentaux qui sont plus longs, on a des subventions pour garder les enfants et ils essaient de mettre un petit peu, mais bon à la japonaise, parce que les Japonais, il faut savoir qu'ils travaillent entre 12 et 15 heures par jour en moyenne. Et oui, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas la CGT là-bas. Non, il n'y a pas la CGT, puis eux ils s'arrêtent à 65 ans, messieurs, ils ont travaillé 15 heures par jour les 37 ans d'avant, donc si tu veux c'est un petit peu différent. Encore une fois, ça doit être un pays d'extrême droite parce que la valeur travail c'est quand même une valeur de droite, c'est Sandrine Rousseau qui le dit, c'est pas moi. Et figurez-vous que l'État a essayé de mettre une petite pression pour redonner un petit peu de vie privée aux Japonais pour qu'ils fassent des enfants, mais malgré ça, ça n'a pas l'air de vraiment redécoller et donc leur natalité continue de plonger et ils n'ont pas décidé de se tourner vers l'immigration chinoise, philippine ou quoi pour l'instant. Alors certains ont des idées, notamment la mairie de Tokyo, qui pour encourager en fait ses habitants à trouver leur moitié, fonder une famille, a décidé de lancer sa propre application de rencontre intitulée Tokyo Futuria Story, donc signifiant futur couple japonais. Ouais. Voilà, futur couple japonais. Donc l'application va recourir à l'intelligence artificielle pour faire matcher les célibataires sur la base de vos valeurs et des valeurs que vous souhaitez chez un partenaire déterminé à partir d'un test. Donc l'IA vous présentera des personnes compatibles avec vous, indique la mairie de Tokyo. Donc on essaye de trouver des idées pour relancer cette natalité, mais c'est vrai que le Japon et la sexualité japonaise, on a l'impression, en tout cas vu d'Europe, qu'il y a un gros problème. Bon, alors là, je vais me baser sur un témoignage. Malheureusement, je peux faire des généralités et aussi des petits cas concrets. Je me base sur des reportages que j'ai regardés à ce sujet-là, sur la solitude des Japonais, la sexualité des Japonais, et sur un ami à moi que je salue, je pense qu'il ne nous écoute pas, mais que je salue quand même, qui est allé au Japon et qui m'a raconté précisément ce qu'il a vu. Donc je me base sur ces choses-là, mais si jamais vous êtes allé au Japon, que vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire. C'est que, en fait, les Japonais, il y a deux sujets, il y a la sexualité et il y a la solitude, même si ça se rejoint. Les Japonais sont extrêmement seuls, que ce soit en amitié et que ce soit en amour. En fait, c'est-à-dire que mon ami qui est allé au Japon, dans plusieurs villes, pas que Tokyo, m'a raconté qu'en fait, par exemple, tu vas dans un restaurant, 99% des tables sont des tables de une personne. Tu sais, c'est des petits bureaux que tu mets et chacun mange tout seul. Et lui, quand ils étaient entre amis à 4, ils avaient du mal à trouver des choses à 4. Imaginez-vous les restos où on vous dit « Ah, vous êtes 4 !» Ouais, compliqué. Vous savez quoi, manger les uns à côté des autres. Enfin, il y a quasiment que des choses pour une personne. Pareil, une activité qui est très très répandue, je sais que je te tendrai une perche, tu pourras nous en parler. Là-bas, c'est les jeux vidéo. Ils sont très fans de jeux vidéo. Vous savez que Mario vient de là-bas. Vous savez que la plupart des gros studios de jeux vidéo, hormis les Canadiens, viennent du Japon. Pareil que les mangas, eh bien c'est les salles d'arcade. Tu vas jouer et tout. Pour moi c'est une activité à faire entre amis. Eh bien là non, c'est des bornes d'arcade, les mecs attendent, il y a des files d'attente, etc. Tu fais tes parties et hop tu changes de borne, etc. Mais les mecs ne se parlent pas. Mon pote m'a raconté, il m'a montré des vidéos, mais ça fait très très peur. Dans la rue,
tu entends du silence dans les transports en commun parce que personne ne se parle. Les gens ne se parlent pas puisque ils sont entre eux. Et comme je t'ai dit, c'est très mal vu d'être au téléphone et de faire du bruit. Donc, il y a une solitude qui est monumentale. Les gens, ils n'ont presque pas d'amis. Les relations hommes-femmes sont absolument détruites, mais je pense qu'on pourra y venir juste après. Et pour autant, même s'ils travaillent 12 heures par jour, j'ai pas l'impression qu'ils soient amis avec leurs collègues. Parce qu'il y a un respect de la hiérarchie. Eux, ils ont 4 formules de politesse. Ils ont 4 degrés de politesse en fonction si tu parles à un ami, si tu parles à quelqu'un de la famille, si tu parles à un chef, machin. Donc c'est déjà pour communiquer, c'est absolument une dinguerie. Vous savez que c'est assez connu, mais les Japonais, ils ont deux façons de dire. Ils ont une façon de dire oui, une façon de dire non, et les deux, ça veut dire oui en fait, littéralement. C'est juste que il y a un oui poli qui veut dire non. Je donne un exemple parce que là, c'est pas très clair. Je donne un exemple. Mon pote, il est fan de salle de sport, etc., et il voulait aller se faire une séance de salle de sport au Japon. Donc c'était dans le nord du Japon, c'était plus dans une grande ville. Il va donc à l'accueil de la salle de sport pour savoir s'il peut rentrer sans abonnement, s'il peut juste payer une séance, sans s'abonner sur l'année, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et donc il va à la séance. Bonjour madame, puis je vous fais la discussion en français, hein, mais ça devait être en anglais. Bonjour madame, est-ce que je peux rentrer si je ne suis pas abonné ? Oui, mais il faut un abonnement pour pratiquer la salle de sport. D'accord, mais est-ce que là pour une fois, du coup, je pourrais rentrer ? Alors oui, mais pour ça, il faut s'abonner sur 1 an. En fait, on ne dit jamais non. On te dit oui, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est un exemple, ça existe vraiment. Donc vous voyez, tout ce truc fait qu'ils sont hyper seuls. Et alors je sais pas si on peut parler des écrans, peut-être quelques secondes, et après on parle de relations hommes-femmes. Ouais, bien sûr. Alors déjà, c'est vrai que quand tu nous racontes ça, on pourrait remarquer qu'en fait, cette culture du respect poussé à outrance, du coup, en fait, alors c'est bien d'un côté, mais ça les défavorise de l'autre et ça les met vraiment dans une situation périlleuse, puisque les amis, alors je sais que certaines écologistes, je dis certaines parce que je pense évidemment à Marine Tondelier quand je dis ça, ou à Sandrine Rousseau, vont nous dire « Ah mais c'est bien, le Japon fait moins d'enfants pour l'écologie, le CO2, c'est vachement bien ». Bon, si on écarte ces deux donzelles complètement écervelées, évidemment que renouveler une population, c'est très très important. Enfin, que le Japon disparaisse serait une catastrophe. Voilà. Donc c'est très important que les Japons fassent des enfants, et ce que je dis pour les Japonais vaut aussi pour vous, amis français blancs. Il est important qu'il reste des Français blancs en France. Voilà. Je le dis comme ça, je sais que c'est peut-être un peu raciste de dire les choses comme ça, mais c'est quand même ce que je pense. Voilà. Des Français blancs qui ne s'appellent pas Keilano ou Kenzo. Voilà, si possible, si vous pouvez donner donner des prénoms normaux à vos enfants, ça m'arrangerait. Voilà, parce que j'entends des trucs dans la rue. Ça me va pas du tout. Oh putain, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et là, je ne peux pas m'inscrire en faux dans ce que tu dis. Le message est reçu. Non mais j'ai vu une stat de malade mental qui disait que genre en 1980 en France, il y avait que 2500 prénoms différents. Ouais. Et là aujourd'hui, on est entre 12 et 14 000. Ouais. Donc forcément, il y a du déchet. Donc là, les Keilano, Keilani, voilà, les trucs comme ça, arrêtez. Voilà, parce que ça me casse les immédiatement. Bon. Immédiatement. Ça, c'était la petite parenthèse. Pareil pour les prénoms américains, les prénoms. C'était beaucoup les années 90, ça. Dylan, Kevin, c'est vrai, les prénoms américains et tout. C'est un peu passé. Les Américains et tout. Voilà. Maintenant, ils les appellent comme avec des marques et tout, tu sais. Il y a des trucs horribles, des noms de chanteurs, enfin, Kenji. Non, mais j'ai un pote là qui a eu son enfant, là, son deuxième enfant, là, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je voulais regarder les prénoms les plus donnés dans la maternité dans laquelle sa femme a accouché. Et donc, je suis tombé sur un article. Et donc, on a les traditionnels prénoms, tu sais, donc Gabriel, Jules, etc. machin. Et on a une catégorie prénoms rares et originaux. Et alors, on a des trucs, mais de malade mental. Hein. D'accord. On a le truc, alors Skippy. Skippy non, mais arrête. Ouais, Skippy, Adriel, Lisandru, Alistair, Rai, Mansour, Hirt. Et alors, du côté des filles, là, c'est exceptionnel. Bon, là, tu vois que c'est là où tu vois qu'à mon avis, il habite dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'Arabes, mais il y a beaucoup d'Africains. On a Fantafouné. Oh. Non, mais mais qui appelle son. Non, mais Fantafouné, putain. Qui appelle son enfant comme ça ? Il y en a eu 4 en 2009, d'après les statistiques. Non, mais putain, Fantafouné, bordel de merde, putain. Ouais, non, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est parti. C'est horrible. Bon, bref. Ça, c'était la petite parenthèse sur les prénoms. Donc, oui, les amis, c'est très important de faire des enfants. C'est
c'est la base et appelez-les correctement, bordel de merde. Voilà, Oui, ça c'est important. ça c'est pour la. Et pour en revenir du coup aux jeux écrans, vidéo peut-être, et aux écrans, oui, le Japon est donc le pays où les gens consomment le plus de jeux vidéo, consomment le plus de dessins animés, d'animés, avec notamment la fameuse culture des mangas. Et c'est étonnant puisque nous, on nous avait vendu en France, en tout cas votre président vous a vendu qu'il y a eu des émeutes il y a 2 ans parce que les jeunes jouent trop aux écrans. Ouais. Mais alors du coup, au Japon, qui est le pays le plus consommateur d'écrans, de jeux vidéo, etc., pourquoi il n'y a pas d'émeutes tous les ans là? On comprend pas là. Ouais, Qu'est-ce c'est qui vrai, se passe? ouais, Pourquoi il n'y a pas de délinquance chez les jeunes? Je comprends pas. Mais après, on t'avait vendu que c'était à cause des couteaux, et puis après, on t'avait vendu. Enfin bref, on te vend que c'est à cause de tout, sauf des individus, en fait. C'est Voilà, surtout c'est ça le truc. Mais oui, évidemment, mais franchement, c'est bien d'avoir dit ça parce que c'est une preuve, encore une fois. En fait, ça dépend de qui utilise les jeux vidéo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je défends pas qu'il faut y jouer 12 heures par jour quand même, parce que la preuve, en fait, ça les enferme. Et pour revenir sur la relation homme-femme du Japon, c'est qu'en fait, les Japonais hommes, là, ils préfèrent les meufs des mangas que les femmes en vrai, en fait. En fait, eux, ils aimeraient sortir avec leurs stars de manga ou leurs stars de K-pop qui sont devenus tout sauf des femmes lambda et normales. Donc ça, c'est un problème. Ouais. Ensuite, l'autre problème, c'est que quand tu communiques uniquement par écran avec d'autres joueurs sur League of Legends ou je sais pas à quel jeu ils jouent là-bas, sur Valorant, bah, c'est dur de communiquer avec une femme dans la réalité. Parce qu'en fait, quand tu n'as que ça dans ta vie, de ton classement à League of Legends, je pense que ça les passionne pas toutes en fait. Des fois, il faut sortir de ta vie. Donc tu travailles 15 heures par jour et le reste du temps, tu joues aux jeux vidéo. Pour l'intéresser, je pense que c'est compliqué. Donc ça, c'est quand même le truc assez intéressant. Et puis en fait, ça, on a fait des détraqués sexuels. Je suis désolé. On va aller sur du un petit peu plus trash et tout. Donc si vous avez des enfants à côté de vous, n'écoutez pas. Mais j'imagine que vous en avez déjà pas pour écouter avec nous. Donc voilà, n'écoutez pas. En fait, moi, mon pote m'a raconté et je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas quand il m'a dit ça. Il y a un quartier un peu chaud dans les villes où il y a des clubs assez qui pourraient pas être normaux, mais du coup, il a lu la vitrine et il m'a expliqué ce qu'il y a dedans. C'est des clubs. Tu vas dedans. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est une piste de danse? Est-ce que c'est, je sais pas, il y a des banquettes noires et je sais pas quoi? Non. En fait, à l'intérieur, tu es dans une rame de métro et tu as des meufs payées, des figurantes, et en fait, tu as le droit de les frotter. Et en fait, les mecs payent pour se frotter à des meufs dans les transports. Sauf que c'est dans un club en fait. C'est faux, tout ça c'est une reconstitution. Et en fait, ils sont prêts à payer pour juste putain de frotter une meuf dans les transports. Mais alors c'est en même temps. Non mais c'est en même temps complètement lunaire et en même temps complètement génial dans la mesure où en fait génial, je m'entends. Ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où leur culture, le fait que ce soit des gens extrêmement polis, extrêmement attentifs, à ne pas déranger l'autre, etc., les mecs qui sont des putains de détraqués sexuels ont quand même la conscience de se dire il faut que j'aille pour ne pas déranger des gens qui ne sont pas consentants, pour ne pas violer des gens. Il vaut mieux payer pour assouvir. Mais tu vois est-ce que tu comprends mon raisonnement en fait, je comprends, mais t'imagines que le mec son fantasme, enfin genre le maximum c'est de se frotter une meuf dans le transport qui est payée pour être putain dans une reproduction de rame de métro. Non mais c'est quoi ce délire? Alors que sachant que la prostitution est interdite au Japon. Donc tu vois aussi cette espèce d'hypocrisie totale. Non, c'est interdit la production au Japon. Mais attendez, pourquoi il y a un mec qui est en train de se frotter son truc bizarre là sur moi? Mais je vois ce que tu veux dire. Attention, ça veut pas dire que tous les délinquants n'agissent pas, parce que sache qu'au Japon, ça c'est un autre pote qui m'a raconté, qui s'intéresse beaucoup à cette culture-là, qu'adore. En fait, tous les téléphones qui sont vendus, quand tu prends une photo, ça fait un bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui prennent des photos sous les jupes et tout des filles. Et ça, c'est pour le coup, c'est pas dans des clubs machin. Et donc ça, c'est extrêmement répandu. Ils sont tellement timides, ils n'arrivent pas à parler aux meufs, ils les prennent en photo sous leur jupe et tout. Donc ça, c'est extrêmement répandu. Le truc des frotteurs, ça arrive même dans les vrais métros et tout. Hein. Attention. Mais tout ça pour dire que il y a des putains de clubs où tu payes. C'est pas des clubs de striptease, je sais pas quoi. Non, des clubs de putains de métro. Donc ça, c'est pour les garçons qui sont solitaires, qui n'arrivent plus à parler aux femmes, qui sont détraqués. Une grande partie, en tout cas, c'est des généralités. J'espère qu'il n'y a pas un japonais qui m'envoie un message. Moi, je parle aux meufs, arrête. Laisse-moi tranquille. Et les meufs sont détraquées aussi, parce que évidemment que ça a détraqué l'autre truc. Et là, je suis désolé, je vais pas faire plaisir encore une fois à Marine Tondelier, les féministes et tout. J'ai vu un reportage que je mettrai peut-être en description si j'y pense, de je sais pas si tu connais les hosts. C'est pas très connu. Non. Voilà, c'est pas très connu. Moi aussi, j'ai découvert ça dans une recherche sur le Japon. En fait, ce sont des clubs, encore une fois. Là, ça ressemble un peu à une boîte de nuit. Et donc, les filles qui sont jeunes, qui sont jolies, qui pourraient avoir tous les mecs du monde, puisque tous les mecs sont célibataires de toute façon, donc elles vont dans des bars où il n'y a que des femmes. Et tu as des mecs qui sont payés
et qui sont payés pour quoi? Pour les faire consommer. Et sauf qu'il y a un vrai sujet au Japon d'endettement. Donc les filles, elles arrivent, elles sont à 2, à 3, et là vient des espèces de barman, de mecs qui juste discutent avec elles et qui leur disent ah bah vas-y, offre-moi un verre, ah bah vas-y, paye-toi un verre. Et leur but, ils ont des commissions sur l'alcool qu'ils vendent. Et sauf qu'il y a des femmes en fait qui font des crédits, mais style qui vendent leur baraque et tout, pour boire un verre avec un mec. Alors qu'elles sont parfaitement jolies. T'imagines le truc. Et donc là, on leur demande, et ça c'est un business qui est extrêmement juteux au Japon, les bar hosts, c'est-à-dire que tu viens, t'es une femme, et tu putain de payes de l'alcool 10 fois le prix des bouteilles à l'extérieur pour juste pouvoir qu'un mec te parle. On a une misère sexuelle en fait finalement des deux côtés quoi. Oui. Quand en Europe elle est plus du côté des hommes que des femmes, là on se rend compte qu'en fait ça touche toutes les franges de la population en fait. Oui, parce que alors c'est encore pire chez les mecs parce que chez les mecs 50% des célibataires entre 18 et 34 ans sont vierges. 50%. Ah ouais, putain, ouais. Rien, zéro, pas une seule meuf, zéro. 18 34 ans les gars. Donc là tu fais OK, d'accord, très bien, intéressant. Sauf que il y a un autre paramètre, c'est que donc les meufs sont prêts à mettre plein d'argent pour juste parler avec des mecs. Mais vous allez me dire, mais attendez, c'est bizarre, ils pourraient parler dans la rue et tout. Parce que moi, d'après ce que j'ai compris, c'est pas forcément ce qui est dit dans le reportage et j'ai jamais eu l'occasion de parler avec une japonaise, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que là, ils parlent avec des mecs qui ont une conversation, qui taquent, qui hésitent pas, qui les draguent, qui leur parlent assez crûment. Moi, dans le reportage, le mec, il dit ah, je suis en train de regarder tes seins. Ah ouais, machin et tout. Alors qu'en fait, pourquoi elles y vont se faire payer pour qu'un mec, ça, je veux dire, venez en France. Venez en France dans les transports, habillez-vous sexy. C'est ça, vous n'avez pas besoin de payer. Vous payez un ticket de métro et je vais vous emmener à Garges-les-Gonesse et puis il n'y a pas de problème. En fait, je vais faire tour opérateur des femmes japonaises. Putain, je viens de trouver un business. Je veux dire, venez avec moi, je vous laisse dans le métro, je sors et puis régalez-vous les filles, ok? Y a pas de souci. Voilà, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Non, en fait, moi, ce que j'en comprends, là, c'est ma théorie, et puis vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord. C'est qu'en fait, là, les Japonais sont des énormes mecs chez eux à regarder des mangas et à se branler sur des meufs bizarres de mangas. Et en fait, ils sont devenus des mecs inintéressants, pourris, hommes soja total, qui n'arrivent même pas à aligner deux mots avec une femme. Et là, elles payent pour qu'un mec leur parle un peu, tac, les charmes, tout ça. Et en fait, moi, j'ai entendu une fille dire précisément dans le reportage, j'aimerais avoir un mec macho, mais tous les mecs d'aujourd'hui sont tellement polis. Et en fait, ils ne prennent pas de décision. Et la fille disait, le reportage était exceptionnel, elle dit, dès que je sors avec un mec, même au bout de plusieurs mois de relation, il n'accepte même pas de choisir le restaurant, c'est moi qui dois tout choisir, je prends toutes les décisions et le mec, en fait, il veut jamais choisir, il me dit comme tu veux, et c'est insupportable. Et en fait, elles ont besoin d'un mec qui arrive et qui dit, bon ok, je t'explique, tac, on va aller ce soir à tel restaurant parce qu'en fait c'est super, machin, et elle en a marre de travailler 15 heures par jour, de prendre toutes les décisions au boulot et de prendre toutes les décisions dans leur couple et d'être avec un petit légume en fait, qui sont des mecs super polis, machin. Et encore une fois, c'est le revers de la pièce. Alors oui, ils sont super polis, c'est génial, c'est bien, c'est une société qui est apaisée. Mais putain, les meufs, elles n'en peuvent plus d'avoir le mec qui n'accepte même pas de faire une proposition de restaurant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le problème, mais que ça soit au Japon, mais ça peut l'être aussi en Europe, avec pas mal de jeunes femmes blanches qui préfèrent sortir avec des hommes plutôt africains du Nord, bon, qui se retrouvent 3 ans plus tard mère solo avec 3 enfants. On en voit tellement. Mais bon, peu importe. Voilà, mais c'est la réalité. Hein. Mais parce que les femmes ont besoin de mecs, quoi qu'elles en disent, machos, qui prennent des décisions, qui montrent qu'ils sont des mecs finalement. Au moins rassurant. Toutes ces femmes, au moins rassurant à plusieurs égards. Et toutes ces femmes, ces féministes qui se mettent avec des hommes soja, à la fin du bal, cet homme soja-là se fera toujours tromper par un putain de Tchad. Et la plupart des meufs qui sont des meufs d'extrême gauche, féministes, poils sous les bras, bon ben moi je vous le dis de manière crue, elles se font pas déglinguer par un homme soja. À la fin, elles vont chez le para d'extrême droite, chez l'Africain dans une cité, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À la fin, elles veulent quand même de la testo. Alors voilà. Moi je sais pas, bon, pour le coup s'il y en a qui, je pense par idéologie, elles arrivent tellement à se faire croire des trucs dans leur tête, peut-être qu'il y en a qui restent fidèles à leurs valeurs, c'est possible, mais je pense que oui, il y a un taux important qui pète un câble et qui fait le contraire, c'est possible. Non mais regarde Rima Hassan, là elle s'est fait choper avec son mec dans la rue. Son mec, il fait pas 20 kilos et il est pas d'extrême gauche. Son mec, il a des bras. Je soupçonne que ce soit un militaire d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir en tout cas de son mec, c'est un faf en fait. C'est un militaire faf. Certes, mais attention,
parce que Rima Hassan, ça représente une frange spécifique de LFI qui sont quand même palestiniens, machin, qui sont les rebeux, les mecs des rebeux. Regardez, les mecs arabes, ce ne sont pas des hommes soja. Tu vois, cette extrême gauche arabe ne représente pas du tout l'extrême gauche blanche. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc Rima Hassan, évidemment qu'elle n'allait pas sortir avec un homme soja de toute façon, parce qu'elle est d'abord d'origine extra-européenne, avant d'être LFI, pour moi, d'après ce que j'en conclus. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Et pour le dernier point, juste pour quand même montrer la misère sexuelle, à quel point ça va, parce que niveau A, et comme ça nous fera une porte d'entrée sur l'argent, parce qu'elles sont prêtes à dépenser donc des sommes folles, je vous l'ai dit, dans les bar house, les femmes, c'est-à-dire elles mettent de l'argent. Là, j'ai entendu une meuf qui dépensait 250 € par mois dans ces trucs pour parler avec un mec, enfin, si vous imaginez. Et figurez-vous que les robes de mariée, à 50% dans certaines boutiques, se vendent pour des mariages solo. Alors, mariage solo, c'est quoi ? C'est une femme, elle vient, et comme elle rêve de se marier et qu'elle n'a personne, eh bien, elle paye. Et il y a plusieurs formules, donc ça, encore une fois, c'est extrait du reportage que j'essaie de vous retrouver, que je vous mette en description. Il y a plusieurs formules. Il y a une formule à 100 €. Tu viens, tu choisis ta robe, tu achètes ta robe, et on te prend en photo dans l'escalier derrière la boutique, comme si tu étais une femme qui allait te marier, et tu prends des photos en robe de mariée. Donc ça coûte 100 €, et tu te fais un mariage en solo, un faux mariage en solo. Et ensuite, tu as des formules beaucoup plus chères. Par exemple, il y a la formule à 3000 € là qui est citée, où tu as un faux mari pendant tout un dîner aux chandelles, dans un super resto, et c'est comme si c'était vous fêtiez votre mariage tous les deux, voilà, pour 3000 € la soirée. Donc vous imaginez le prix qu'elles sont prêtes à mettre, tellement il y a une misère absolue de sentimentale, sexuelle, tout ce que vous voulez. J'en connais qui ont, depuis avoir écouté ce qu'on vient de dire, ont envie d'immigrer au Japon. T'as les mecs qui sont là en train de taper, ils sont en train de taper sur... Alors, voile pour Osaka, 600 €. Oula, bah c'est pas mal, attends, c'est plus intéressant en octobre. Hop, j'y vais. Chérie, je vais aller au Japon. Ça t'inquiète pas. Non, mais on y va entre collègues. Tu peux vraiment pas venir là. En plus, pour les femmes, c'est plus cher. Oui, Osaka. Si, apparemment, c'est très riche culturellement. Bon ben voilà, en tout cas ça c'est pour c'est vrai ces relations hommes-femmes qui sont du coup compliquées au Japon, et c'est vrai qu'on peut se demander si leur culture de l'ultra politesse, de l'ultra respect en fait poussée à son paroxysme n'est pas finalement en fait le problème du Japon. Et donc est-ce que pour relancer sa natalité il ne faudrait pas des Tchads japonais qui viennent et qui fassent des trucs de fou? En fait, tu fais ultra politesse plus vie dans les écrans, manga, jeux vidéo, K-pop, et voilà, finito. Bon, le Japon, les amis, il y a beaucoup de points positifs au Japon, il y a beaucoup de points négatifs aussi, puisque le Japon est le pays, les amis, le plus endettés du monde. Et oui, vous pensiez que vous, Français, vous étiez les seuls à être un pays endetté. Eh ben non, le projet de budget japonais est une nouvelle fois très déficitaire, plombé par le vieillissement de la population et les dépenses de défense nouvelles. La dette est très élevée, 250% du PIB, les amis, ce qui est totalement énorme. On a affaire des cadors là. Respect. Voilà. Nous, la France, on est de vulgaires joueurs de bonneto. Alors cette dette, elle s'explique évidemment puisqu'ils ont mine de rien une politique assez socialiste en termes d'aide, un peu comme la France, c'est-à-dire que on a le même système de retraite qu'en France, donc les jeunes qui payent pour les vieux, mais si vous avez entendu ce qu'on vient de dire il y a un quart d'heure, c'est qu'il y a plus de jeunes et il y a trop de vieux, c'est ça. Donc forcément on a un système de retraite encore plus déficitaire qu'en France, et puis on a eu au fur et à mesure du temps pas mal de projets de loi visant à aider les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts au Japon, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un pays qui est très très endetté. Alors le paradoxe de cette dette, c'est qu'en fait les Japonais s'en battent totalement les couilles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que cette dette, contrairement à la dette française, est détenue par 86% des Japonais. Donc en fait, les Japonais sont endettés envers eux-mêmes. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, cette dette, non pas s'annule, mais j'imagine que tu connais cette vidéo là de Charles Gave là, qui dit il y a un touriste qui arrive dans un hôtel, il lui dit donnez-moi une chambre, il donne un billet de 100 € pour sa chambre, et puis l'hôtelier il va voir son boucher, il paye sa dette qu'il avait de 100 €, puis le boucher il va chez le coiffeur et il paye sa dette qu'il avait de 100 €, puis le coiffeur avec ses 100 € il va chez la prostituée, la ken, et puis la prostituée avec ses 100 € va à l'hôtel et prend une chambre avec ses 100 €, et puis le touriste regarde la chambre, redescend et dit à l'hôtelier non finalement je vais pas prendre la chambre, rendez-moi mes 100 €. Et le mec lui redonne ses 100 €, et en fait dans ce laps de temps toutes les dettes se sont annulées
puisque en fait l'idée c'était de dire que, comment je pourrais expliquer ça? En fait, grâce à l'exemple, je saisis. J'aurais du mal à mettre des mots sur ça, mais en tout cas, l'argent, il était entre des acteurs, on va dire, contigus, quoi. Donc, je vois ce que tu veux dire. J'aurais du mal à l'expliquer en des termes. C'est que l'argent, il circule entre des gens qui sont économiquement dans proches la même zone monétaire. En fait, c'est ça. L'argent était dans la même zone monétaire. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Ce qui fait qu'en fait, la dette s'est annulée parce que les gens étaient dans la même zone monétaire. Ceci étant, pourquoi du coup cette dette japonaise, on s'en bat les couilles, contrairement à la France? Nous, la France, nous sommes endettés, mais l'argent n'est pas dans la même zone monétaire. L'argent n'est pas en France. L'argent est dans des fonds de pension américains, dans des fonds de pension hongkongais, dans des entreprises comme BlackRock qui détiennent un pourcentage élevé de la dette française, et nous sommes du coup soumis forcément à son remboursement, ce qui n'est pas le cas au Japon. Et alors, le Japon est un pays du coup stable et attrayant. Les investisseurs en fait préfèrent la stabilité à la rentabilité. C'est pourquoi ils choisissent le Japon pour placer leur excédent d'épargne. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Japon est un pays endetté mais finalement balèque en fait. Voilà. Le Japon a maintenu des taux d'intérêt extrêmement bas, bien que le niveau de la dette soit très élevé. Voilà, le gouvernement paie relativement peu d'intérêt à ses créanciers. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant que nous, les intérêts français sont de plus en plus hauts au fur et à mesure où les années passent. Donc on a un pays finalement qui est plutôt bien géré et qui arrive quand même par des mesures simples qu'on a eues. Il y a dans les décennies précédentes, on n'a pas toujours été aussi endetté en France. Je vous rappelle, ça nous est arrivé des budgets à l'équilibre, ça nous est arrivé de penser qu'il fallait garder l'argent dans la même zone monétaire avant de faire des cadeaux à tous les copains du monde. Eh bien, on arrive avec un pays qui est très endetté, mais qui finalement s'en bat les couilles puisqu'il est endetté envers lui-même, ce qui annule en fait finalement à la fin sa dette. Non, mais c'est une démonstration qui est intéressante. C'est une démonstration qui je pense, vaut beaucoup de mots, et c'est vrai que il y a juste quand même une différence en plus entre le Japon et nous, c'est que oui, ils ont une politique socialiste, mais envers les Japonais. Grosse différence avec la France. C'est ça. Donc c'est vrai que les Japonais, donc du coup, placent beaucoup d'argent dans des domaines comme l'éducation, la santé, la défense. Donc voilà. Donc c'est pour ça que la dette est aussi élevée, encore plus élevée qu'en France. Ils ont des dépenses sociales peut-être encore plus élevées qu'en France, mais en fait avec un raisonnement économique plutôt intelligent, ils arrivent en fait à s'y retrouver, et ce qui en fait un pays aujourd'hui stable, sûr et une puissance économique mondiale de premier rang. Et avec des résultats, parce qu'on n'en a pas parlé, on ne va pas vous refaire les clichés. Moi du coup j'ai étudié ce truc-là et mon ami m'a évidemment confirmé. Les trains au Japon, là tu payes pas pour avoir des billets de train comme à la SNCF à 200 € qui sont jamais à l'heure, que truc. Là, ça marche très très bien. C'est que oui, il y a des dépenses dans les services publics, etc. Il y a, peut-être qu'il y a trop de dépenses, ça reste à voir, mais en tout cas, leur service public de pointe marche extrêmement bien au Japon. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on a fait le tour du pays du soleil levant. Alors évidemment, on a fait le tour de manière à le vulgariser le plus possible. On n'est pas rentré évidemment dans tous les détails, donc je sais qu'il va peut-être y avoir des experts du Japon dans les commentaires. Ne vous énervez pas les amis. Et je pense que pour étudier le Japon en podcast, il faudrait peut-être plusieurs podcasts de 2 à 3 heures. Donc nous, on essaye en fait, c'est ça le principe du podcast, si vous le découvrez aujourd'hui, c'est de vulgariser le plus possible la chose et de montrer surtout en fait que de l'autre côté des frontières françaises, en fait on a un système de pensée, on a des systèmes politiques qui sont totalement différents et qui sont peut-être bien meilleurs que les nôtres et qu'il faudrait peut-être même s'en inspirer en fait. Oui, c'est ça. Et aussi, autre objectif qui va dans le même sens, c'est que de vous prouver que des pays que vous idolâtrez peut-être ont en fait des règles extrêmement dures que vous n'acceptez pas en France, mais par contre eux ils les font et vous admirez ce pays-là. De prouver que au final, est-ce que toutes les idées sont représentées en France entre LFI et le RN, les macronistes, tout ça? Non, il existe des mesures bien plus radicales, en tout cas que nous on estime comme radicales, dans des pays qui marchent tout à fait, alors qu'on vous a promis que c'était les extrêmes et je sais pas quoi. On vous prouve qu'en fait il existe des modes de pensée mais totalement à l'opposé dans des pays qui fonctionnent très bien, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre quelques axes. Donc nous on a pris économie, natalité, mais évidemment il y a plein d'autres axes. On pourrait vous dire que dans la criminalité, bien sûr il y a des mafias là-bas, il y a les yakuza, il y a des choses comme ça.
On peut pas tout citer, mais je pense qu'on a fait quand même un tour d'horizon des gros sujets du Japon. Donc j'espère que ça vous aura plu évidemment. Si vous êtes un fan de culture japonaise et que vous venez de débarquer sur ce podcast justement grâce à ce sujet, on vous invite évidemment à aller écouter les 29 autres podcasts et à les partager à la communauté. Les amis, c'est parti. Seconde rubrique, on retourne dans l'Hexagone, direction la France. Pendant ce temps-là, en France... Et oui les amis, votre pendant ce temps-là en France qui va encore vous régaler cette semaine et les Français ont enfin été entendus. Emmanuel Macron annonce son intention de revenir au premier plan politique dans les années à venir. On écoute. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, mais j'ai aussi besoin de vous. Pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là et parce que comptez sur moi. Je serai là avec vous. Et ensemble, on ne lâchera rien. Bah oui, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a failli nous faire, c'est notre projet là. Hein, donc, faut qu'il reprenne les cours de la voix, faut qu'il s'y remette parce que, attention, il est au dérapage. Mais comment ça, dans 2 ans? On a le droit de faire un 3e mandat? Ah, mais c'est bien ça. Ouais. Bon. Richard Ferrand. Bon. Richard Ferrand, dont la position politique la plus connue est quoi? Pourquoi pas ouvrir l'idée d'un 3e mandat? Ah oui, ça il en a parlé, mais au final, visiblement, il a dit que c'était quand même pas prévu. Enfin, ils sont mini rétractés, mais oui, ça, il l'a dit à plusieurs reprises que le 3e mandat pour lui, ce serait bien. Donc les amis, je sais pas pourquoi, mais je sens un truc. Ouais. Je pense pas que Macron va se représenter en 2027. Non, moi non plus. Mais je sens un petit truc. Je sens une alliance Macron-Marine Le Pen. Parce que je sens, en fait, je pense que Le Pen va être innocenté, hein, je vous le dis. Moi, je pense que Macron n'attend qu'une chose, c'est que Le Pen prenne le pouvoir et qu'il revienne en sauveur en 2032. Ah, tu crois? Moi, je pense. Okay. Hein. Ah ouais, en tout cas, c'est vrai que là, quasiment. Le mec, il parle de 5 ans, 10 ans, mais gros, t'as rien de prévu là? Qu'est-ce qui t'arrive? Et je peux peut-être faire une petite prédiction. Vas-y. C'est que il est fort possible qu'il soit réélu en 2032 et en 2037. T'arrêtes, t'es chaud, c'est pas ce qui va se passer d'ici. Ouais. Les amis, moi je vous dis un truc, hein. Je déteste ce mec. Macron, pour moi, ça y est, c'est officiel. Il y avait match avec Hollande, mais ça y est, pour moi, c'est le pire président de la 5e qu'on ait pu avoir en France. Mais au-delà de toute, si j'enlève en fait toute idéologie, ce mec est une machine de guerre politique. C'est un boss. Il a un coup d'avance politiquement, encore une fois, je vous le dis. Hein, et quand je parle de politique, je parle de politique politicienne, pas de politique au sens propre du terme. C'est dans le jeu pour être élu, quoi. Voilà. C'est ça, évidemment, depuis 2017, c'est une catastrophe, Emmanuel Macron, pour la France. Mais moi, je parle de politique politicienne et je trouve que ce mec est un génie de la politique. Je suis obligé de lui reconnaître ça. Oui. Et je pense, surtout que là quand il fait son discours, il y avait Gabriel Attal juste à côté de lui. Et donc, il a salué tout le monde et il a évité Attal. Voilà. Ah ouais. Moi, je pense qu'il va baiser Édouard Philippe, il va baiser Attal. Et Le Pen va avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire se retrouver au second tour face à Mélenchon. Voilà. Et elle va gagner. Et en 2032, il arrivera en sauveur en vous disant vous avez eu l'extrême droite, maintenant ça suffit. Retour au centrisme, etc. Oui, mais là, comment il va faire, à ton avis, pour 2027, pour que ce soit ni Attal, ni Philippe ou quoi que ce soit? C'est un gars qui a des dossiers sur tout le monde, t'inquiète pas, va. Ok, donc toi, tu prédis Marine Le Pen 2027, ça Mélenchon deuxième tour. Alors, si ça se fait, on sortira cet extrait-là et tu seras un messie, hein, parce que c'est quand même un pari risqué. Hein, la cote, elle est à 12 050. Alors, pour moi, Marine Le Pen n'a aucune chance de gagner, sauf si elle est face à Mélenchon, où là, évidemment, elle gagnera. Mais si tu prends pas le Macron qui rentre dans l'équation politique, pour moi, évidemment, c'est logique qu'un centriste soit élu. Bah oui. Mais à partir du moment où tu as Macron qui te dit bon, je vais revenir en 2032, je le vois pas revenir, en fait, se présenter face à un autre centriste. Quel sens ça aurait d'avoir Édouard Philippe briguant un second mandat contre Emmanuel Macron, le centriste, briguant un 3e mandat? Enfin, il n'y a pas de logique politique à ça et c'est risqué et en tout cas pour lui, c'est risqué de se présenter face au président centriste sortant. Donc pour moi, il est plus logique qu'il fasse monter Marine Le Pen jusqu'à ce qu'elle soit élue
pour en 2032 arriver en sauveur, quoi. Mais attends, moi on m'a dit que si le RN arrivait au pouvoir, il n'y aurait plus d'élections, ce serait le fascisme et tout, il n'y aura plus d'élections, il ne pourra pas se représenter. Attends, comment c'est possible? Ouais, visiblement, je crois que Macron, il voit pas les choses comme ça. Ah d'accord, bref. ok. Mais, Ok. en tout cas, les amis, c'est ma théorie. Voilà, ma théorie, c'est ça aujourd'hui. À l'heure où on se parle, c'est qu'il va baiser d'une manière ou d'une autre Philippe ou Attal. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais dans les sondages d'opinion, Philippe est en train de baisser de plus en plus. Donc, c'est assez étonnant. Je suis pas trop ces Ouais. trucs-là, mais ok. Bon bref, on verra en tout cas ce qui se passera en 2027, mais ça promet d'être plus intéressant que ce qu'on ne croit. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'un second tour Marine Le Pen Mélenchon, ça aurait de la gueule quand même. Donc j'aimerais bien voir ça. En tout cas les amis, il a fait chaud et oui, ça y est, c'est l'été et les Français ont découvert qu'il faisait chaud. Alors face à la canicule, le ministre de la Santé, Catherine Vautrin, je savais pas que c'était la ministre de la Santé d'ailleurs. Personne ne sait, rassure-toi, personne. Voilà. Donc elle conseille aux Français de boire de l'eau. Donc c'est quand même c'est intéressant. Voilà. Canicule oblige les amis, on a eu des débats sur le réchauffement climatique pendant des jours et des jours. Voilà, sur C'est à vous, il y a 30 ans quand il faisait chaud, on avait des pics à 30-35 degrés. En 2027, en 2025, on atteint 40 degrés. Dans une France à plus 4 degrés d'ici 2100, on aura des pics à 50 degrés. L'adaptation et la réduction des gaz à effet de serre est notre priorité. Voilà, c'est la dernière phrase, l'arnaque. Pour ceux qui n'ont pas encore le radar, c'est tout le reste, d'accord, mais voilà. C'est la réduction des gaz à effet de serre pour contrer ça. Voilà où est l'arnaque. Je vous donne le petit radar. Oui. Sachant que vous habitez dans un pays qui émet moins de 1% des émissions de CO2. Mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, la clim est-elle d'extrême droite? C'est la question qu'on s'est posée toute la semaine dans le pays. Et oui, parce que le pays n'a rien de plus urgent à gérer que de savoir si la clim c'est d'extrême droite. Voilà, Marine Le Pen qui a demandé le déploiement d'un grand plan d'équipement pour la climatisation, parce que, alors je ne le savais pas, mais dans la France de Emmanuel Macron, la France 7e puissance économique mondiale, 5e puissance militaire, eh ben, nous ne sommes pas équipés de clim partout. Alors ça, c'est... il fallait le savoir. Surtout pas dans les écoles. C'est ça la vanne. C'est ça. En fait, c'est ça la vanne. C'est qu'on a préféré fermer les écoles plutôt que de mettre des clims. Eh oui. Parce que les clims, ça réchauffe encore plus la planète. Oui. Voilà. Donc c'est mieux que vous sacrifiez. Et du coup, vous n'émettez pas de CO2. Bon, arrêtez de respirer, ce sera encore mieux. Et comme ça, nous, donc on a eu les riches, nous qui tenons les ficelles, on pourra profiter de ce CO2 que pour nous, si vous pouvez. Merci. Voilà. Donc on a eu Marine Tondelier qui a dit sur Twitter, en retweetant Le Pen, la France subit une canicule historique. Le programme écologique de Marine Le Pen, acheter des climatiseurs. Ben oui. Ouais. oui, il fait chaud, on veut de la clim. Oui, ça me paraît totalement logique, Marine. Bon, eux, évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, en fait, vous taxer. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la base. Hein. Heureusement que l'État français est là, puisque l'État français a fait un grand communiqué. Pourquoi éviter la climatisation? Ah, bah ça va m'intéresser, ça. Ouais. Très, très intéressant. Quand il fait chaud, la climatisation peut paraître la solution idéale pour rafraîchir votre logement. Mais en réalité, elle présente de gros inconvénients. Ah ouais. Elle coûte cher, ce qui est faux, et consomme beaucoup d'électricité. Heureusement, il existe d'autres solutions que la climatisation pour garder une température confortable chez vous. L'euthanasie? Mal réglée, la climatisation refroidit trop votre logement et provoque des différences de température importantes avec l'extérieur en cas de forte chaleur. Cela peut vous causer de réels inconforts au moment où vous sortez de chez vous, voire un choc thermique, ce qui est mauvais pour votre santé. Enfin, l'évacuation de l'air chaud augmente la température extérieure. Ouais, mais non, mais en fait, c'est ça. Et ça, c'est ta Bayrou qui va faire 27 minutes de jet pour te dire ça, en fait. Oui. Donc, fin de la vanne, tu vois. Fin de la vanne. Bon, en tout cas, LFI a proposé, donc c'est le député Rodrigo Armenas qui a proposé un congé rémunéré aux parents afin de leur permettre de garder leurs enfants en cas de canicule. Oui. Voilà. De toute façon, tout est toujours subvention, congé, machin. Est-ce qu'on va réparer les fenêtres? En fait, les fenêtres ne ferment plus dans les écoles et du coup, il fait 38 à l'intérieur. Non, on va faire un congé rémunéré aux parents, puisque chez les parents, ils n'ont pas le droit non plus de mettre la clim, parce qu'on a vu que c'était pas bien. Donc, est-ce qu'il va faire plus frais chez les parents? Pas forcément, mais au moins ils seront payés et puis c'est bien, puis ils voteront pour nous puisque c'est nous qui les rémunérons. Et alors les amis, la folie française ne s'arrête pas là, puisque j'ai entendu cette semaine un directeur d'école, je crois que c'était sur RMC, qui disait qu'en fait il ne pouvait pas mettre de rideau dans les classes, parce qu'en fait un rideau coûtait en moyenne 10 000 €. Hein? Un rideau? Oui. Ben en fait, il expliquait qu'il y avait tellement de normes à respecter que du coup, le coût du rideau
était devenu complètement fou en fait. Et c'était, il disait un truc comme 11 500 € pour le rideau d'une seule classe. Enfin bon, bref, un truc de malade mental. Donc voilà, la folie, les amis, la folie normative, la folie écologiste, la folie gauchiste française, les amis, n'a pas de limite, même en temps de canicule. La canicule, les amis, qui a forcément tapé sur la tête des députés écologistes et de gauche, oui, puisque... Plus que d'habitude, tu veux dire. Ouais, plus que d'habitude, voilà. Les députés de gauche veulent limiter l'impact médiatique des faits divers dans les médias publics. Le texte cite les meurtres de Lola et de Thomas. Je vous lis l'article. Selon un amendement parlementaire déposé le 25 juin par un groupe de députés écologistes et de gauche à l'Assemblée nationale, les faits divers seraient utilisés à des fins idéologiques par l'extrême droite et certains médias pour alimenter une panique morale autour de l'immigration. L'amendement demande que les médias publics mènent une réflexion éditoriale sur la place qu'occupent les faits divers dans la couverture de l'actualité. Le texte cite les meurtres de Lola et de Thomas, repris selon les auteurs avec une sémantique racialiste par Éric Zemmour et d'autres figures de la droite radicale. Il dénonce la création de concepts comme le francocide ou l'ensauvagement et pointe du doigt l'influence médiatique des groupes comme CNews, Valeurs Actuelles ou encore la fachosphère. Les auteurs considèrent que ces faits sont utilisés pour de la récupération politique au détriment d'un traitement neutre de l'information. Ils dénoncent la structuration d'un espace médiatique proche de l'extrême droite, blablabli, blablabla. Donc en fait... Ouais. Moi j'ai envie de dire, juste par rapport à la fond d'avant, et après je te laisse conclure, mais c'est vrai qu'eux, ils nous font pas du tout peur sur l'écologie, et c'est pas du tout un récit qui est là pour faire peur aux gens grâce à leurs médias et à leurs réseaux sociaux. C'est vrai qu'eux, ils le font pas du tout. Voilà, fin de parenthèse, oui. C'est ça, donc en fait, les mecs veulent interdire en fait le réel. En gros, vous vous ferez tuer en silence au nom de la paix sociale. C'est un peu, pour moi, le titre de l'amendement. En fait, c'est un peu l'idée de l'amendement. Par contre, quand c'est Naël qui se fait tuer par un policier ou quand c'est Aboubacar qui se fait tuer à la mosquée par un bosniaque, là, par contre, la récupération politique de gauche, là, ça va. Quand c'est la famille Traoré qui nous cassait les couilles depuis 10 ans, là, ça va. Là, on voit Jean-Luc Mélenchon et toute la compagnie aller aux manifestations Traoré. Quand c'est George Floyd à 12 000 km de chez nous, là, faut mettre un genou à terre, il faut en parler pendant 10 ans. Mais par contre, quand c'est des Français qui se font tuer, là, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne, non, c'est une bonne remarque. C'est vrai que d'un coup, c'est de la récupération et il faut, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? On en appelle à votre conscience politique et votre, comment on appelle ça ? C'est-à-dire votre esprit critique, voilà, pour utiliser un de leurs mots. Et c'est-à-dire que vous éteindrez telle chaîne si vous pensez qu'il récupère et que c'est abusé, ou alors est-ce qu'il faut réguler, interdire, mettre des chartes, des normes. La réponse est toujours des chartes, interdire, réguler, des normes, qu'on va définir nous, politiques, parce que vous, bande de consommateurs de merde, vous ne pouvez pas choisir. Donc on va choisir à votre place, voilà, bande de cons. Qu'on va définir, nous, politiques de gauche, parce que nous avons en fait une supériorité morale et intellectuelle à vous imposer certaines choses. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir qu'en fait, il y a les bonnes et il y a les mauvaises récupérations politiques, et eux, c'est toujours les bonnes récupérations politiques, puisqu'elles sont au nom du vivre ensemble, au nom de la paix et de l'antiracisme, alors que la droite, non pas du tout, c'est de la récupération forcément racialiste et raciste. Bon ben ok, ben pourquoi pas. En tout cas les amis, plus il y a de la chaleur, plus on sent que c'est vraiment problématique ce qui se passe à gauche. Voilà, on a le député LFI Sébastien Delogu, voilà, qui était invité à la télévision d'État algérienne. On écoute Sébastien Delogu. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie et s'oppose à tout propos qui pourrait essayer de faire avancer nos deux peuples. Et donc du coup, il est vrai que comme faisant partie du peuple, en étant maintenant représentant du peuple, j'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Ah, embrasser le drapeau de l'Algérie. Alors est-ce que c'est du figuré ou est-ce que c'est du propre, tu vois ? C'est ça que je me demande. Alors, c'est très problématique qu'un député français... En fait, en France, on a élu des députés qui sont en fait tous sauf français. Donc, on a Rima Hassan qui en fait est palestinienne. On a Sébastien Delogu qui est algérien et qui embrasse sur la télévision d'État algérienne le drapeau algérien en critiquant évidemment la France. On a Mélenchon qui dit qu'il est marocain tous les jours. On a Rachel Keke qui est arrivée en tenue d'africaine, de boubou là, à l'Assemblée. En fait, on peut élire des députés français ou comment ça se passe en fait, parce que je comprends pas. Donc le mec va à la télévision algérienne, donc la télévision algérienne les amis, on est en 2025, si vous allumez la télévision algérienne,
ils vous disent encore que l'ancien colonisateur est là. Ils parlent encore de la France comme des putains de colons qui veulent éradiquer. Je vous lis un couplet de Cassaman, donc l'hymne algérien, c'est « Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos, on ferme un livre, ô France, voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes, prépare-toi, voici notre réponse, le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra, soyez-en témoins. » Voilà. Donc un député français va dans un pays qui nous est complètement hostile, dire qu'il embrasse son drapeau et dire qu'en fait on est des enculés d'extrême droite. Donc c'est génial. De toute façon, en France on se soumet à l'Algérie, Macron, Retailleau et toute la compagnie là. Qu'est-ce qui se passe pour Boualem Sansal? Apparemment, on allait faire une riposte graduée contre l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est vraiment gradué, ça commence très petit. C'est vraiment 1 millimètre, 2 millimètres. On se fait chier dessus par un pays légal, leur PIB à l'Algérie, mais les mecs ils ont toujours pas d'eau courante en fait. Dans certains endroits les mecs ont pas d'eau courante. Non mais depuis leur indépendance les amis, ce pays est un trou à rats. Et en fait on se fait chier dessus par un pays comme ça. Et on met des députés à l'Assemblée qui disent embrasser leur drapeau. Mais putain, mais dans un pays normal, de l'OGU on devrait le remigrer en Algérie directement. Ouais. Bah après, non mais je sais pas, mais peut-être que... Bon, déjà, les hymnes, bon, il y a des trucs un peu vénères, même dans le nôtre, il y a des trucs un peu vénères, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, je leur... oui, mais t'es d'accord que... Oui, mais attends, excuse-moi, mais t'es d'accord que c'est quand même chelou d'accueillir, parce que les Algériens sont les premiers, la première nationalité qu'on accueille en France en termes de visa, c'est quand même chelou d'accueillir des gens qui chantent à chaque match de foot ou à chaque événement national. Au France, en fait, on va te niquer ta mère. C'est quand même chelou d'accueillir sur notre sol des gens qui nous sont clairement hostiles et qui ont envie de nous tuer. Non mais ça c'est oui, ça c'est sûr. Après pour le truc de l'hymne, encore une fois, tu sais, tu les chantes, les mots, enfin tu vois, les paroles ont vraiment plus ouais de mais sens, excuse-moi, ouais, enfin si on mettait dans la Marseillaise oh les Allemands on va venir vous tuer, tu peux comprendre que les Allemands auraient peut-être une réticence à accueillir des Français, à nous non faire mais des je sais pas, ouais. non mais tu vois ce que je veux dire? Non mais je comprends. Après sur le truc, bon, chaque député est libre de ses positions et tout, hein. Les mecs ils ont voté, bon bah ils ont voté pour avoir des agents de l'étranger, pourquoi pas. Moi le truc qui me dérange là-dedans, c'est que il y a encore une fois un interventionnisme qui est pas bien, des agents de l'étranger pas bien, c'est la Russie. Thierry Mariani pas bien, attention, il est tenu par le Kremlin. Un mec qui va embrasser le drapeau d'Algérie, en Algérie, machin, qui n'a pour sujet que ces délires-là, ça, c'est pas de l'interventionnisme, je veux dire, c'est pas des agents d'influence, comme on dit, les agents d'influence du Kremlin, tu vois. Eux, non, pas de galère. Il y a des pays où c'est l'agent, tu vois, les agents d'influence, c'est bien, et les agents d'influence, mal. Moi, en fait, c'est ça où je me dis, mais c'est infernal, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il y a ce bien et ce mal, et après, les gens, encore une fois, bah, ils l'ont élu à Marseille, tu vois, qu'est-ce que tu veux leur dire, quoi? C'est infernal. Bon, les amis, la canicule, oui, la canicule, forcément, en temps de canicule, vous avez envie de vous baigner, dans vos piscines individuelles, si vous avez la chance d'en avoir une, ou sinon vous allez tout simplement dans des piscines municipales ou dans des parcs aquatiques. Et alors cette semaine, ça n'a pas arrêté. Tout juste ouvert depuis 24 heures, l'aquapark installé sur le lac de la Gémerie à Arnage est fermé à cause d'incivilité et de violence. Le parc a été envahi par de nombreux jeunes qui n'avaient pas payé leurs entrées. Devenus menaçants et agressifs, ils ont contraint les gendarmes à intervenir. Anthony Waller, gérant de l'aquapark, décide de quitter les lieux et a déclaré « Je n'arrive même plus à être déçu, j'ai juste envie de partir. Un gâchis dû à des jeunes venus mettre la pagaille. » À Mornan, dans le 69, ils étaient très agressifs et faisaient n'importe quoi. Près d'une trentaine d'adolescents âgés de 13 à 16 ans arrivés en bande ont semé la zizanie. La police municipale a dû appeler le PSIG en renfort. Putain, le PSIG, c'est le délité tout. Hein. Chaud quand même. Et alors en Suisse, les amis, suite à des incivilités répétées, harcèlement, langage inapproprié, violence, venant principalement de jeunes Français frontaliers, Porrentruy, donc j'imagine que ça doit être le village, limite l'accès à sa piscine aux Suisses résidents et frontaliers munis d'un permis de travail du 4 juillet au 31 août. Ouais. Non mais t'imagines, voilà. Là on est devenu la nationalité à abattre. Non, faut pas que les Français rentrent, c'est des fouteurs de merde, on va réserver ça aux Suisses. Non mais t'imagines. Alors le problème évidemment, vous le savez les amis, ce n'est pas le problème des Français, blancs en tout cas. Oui, parce que j'allais dire, il y en a qui sont français, vraiment. Hein. Voilà. C'est ça le problème, gros. Oui, tout le problème, c'est qu'ils soient français. Oui, ça c'est vrai par contre. Mais le problème, évidemment, on le connaît. Tout le monde le connaît. Et c'est pour ça que vous n'allez plus à la piscine municipale hors période du Ramadan.
faut le souligner. Moi, je n'y vais que. Mais non, mais tu rigoles. Moi, je vais te dire un truc. Ça dépend, en vrai. Je pense qu'il y a des villes encore, ça va, tu vois. Non, moi, j'habite dans une grande métropole. Je suis allé pendant le ramadan à la piscine municipale. Mais tu y vas vraiment, on dirait un acte militant. Pas un seul agent de sécu, ok. J'y suis allé début juin. Ouais. Début juin, à la même piscine municipale, j'ai vu 6 agents de sécurité. Dans une piscine municipale, les gars. 6 agents de sécurité. Voilà. Et aujourd'hui, on a... En fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce que je viens de... Les articles là, dont je viens de parler, là, en fait, c'est ce genre d'événement, en fait, il n'est jamais pris en compte dans le calcul du fameux coût de l'immigration. En fait, il est exorbitant tant l'immigration massive et ses incivilités qu'elle génère entravent la vie sociale et économique de tout le monde. Il y a des centaines de milliers de Français, en fait, de tout âge, qui renoncent tous les jours à des sorties dans des parcs, des aires de loisirs, des piscines municipales, des plages publiques, des fêtes foraines maintenant, puisque je vous rappelle que la Foire du Trône a connu une baisse énorme de fréquentation par crainte en fait d'être menacé, d'être violenté, d'être insulté par des racailles en fait. C'est vrai, mais donc, pas tout le monde justement. C'est qu'il y a une frange au-dessus de tout ça qui a permis de les faire venir, qui a permis de laisser cette merde s'installer et proliférer, qui eux ne sont pas touchés par ça. Ceux qui sont dans les rues privées, tu vois ce que je veux dire ? Eux, non. Ça ne concerne que les classes populaires et les classes moyennes. Voilà. Ça, c'est évident ce que tu dis. C'est ça. Quand tu vas te baigner à la piscine du Georges V, voilà, à 10 000 balles l'heure, je sais pas quoi. Ouais. Tu n'es pas emmerdé, ça c'est clair. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de Français blancs qui renoncent à faire certaines activités par peur du conflit. Mais je pense même des intégrés, tu vois. Moi, je suis un des mecs, des CSP+, qui sont d'origine ceci ou cela, pour leurs enfants et tout, ils font comme nous, tu vois. Ils évitent tel quartier, ils évitent telle activité. Mais oui, c'est horrible. C'est horrible. Et du coup, voilà comment on se fait encore plus ponctionner, parce que, bon, on a déjà, un jour, je pense qu'il faudrait qu'on fasse le détail de toutes les taxes, parce que c'est quand même magnifique. Donc, on se fait taxer à hauteur de 60%. Tu rajoutes la TVA, tu rajoutes tout, les assurances et je sais pas quoi. Et en plus de ça, on doit aller que dans des endroits payants cher pour éviter ces gens. Donc tu payes deux fois en fait. Pour ta tranquillité, tu es obligé de payer plusieurs fois. Et après, c'est pour ça que les gens partent en vacances en Hongrie, en Pologne, en te disant non, mais Budapest c'est joli. Non, mais c'est pas que c'est joli. C'est que tu essayes d'éviter une certaine catégorie de la population, tout simplement. Et aujourd'hui, dans les aires aquatiques, là, dans les lacs, etc., aujourd'hui, soit tu es obligé d'être une aire aquatique avec des prix très élevés pour éviter ce genre de gens, soit comme le mec là, tu fermes en 24 heures parce que c'est intenable. C'est intenable. Et je défie quiconque de me dire le contraire, de me dire qu'en fait les gens qui foutent le bordel à la piscine, ce sont des Français blancs qui s'appellent Julien. Non, là faut arrêter, de se mentir à un moment. En tout cas, en pourcentage, si ça dépasse 10%, moi je suis charpentier menuisier quoi. Mais bon. Donc le coût de l'immigration, il est aussi là, les amis. Ne pas pouvoir emmener son enfant à la piscine municipale par peur en fait de devoir te battre, ça fait partie du coût de l'immigration. Voilà, tout simplement. Et oui. Exactement. Donc il faut gagner encore plus d'argent. Enfin, c'est malgré les impôts qui augmentent, plus tu gagnes d'argent. Et c'est toujours un cercle vicieux pour les classes moyennes et les classes populaires. C'est tout. C'est ça. Le reste, voilà. Fin de règne interminable, les amis, pour Emmanuel Macron. Et oui, je sais pas si vous avez vu l'info. La DJ Barbara Bush, vous savez la grosse là qui jouait le Christ dans la scène, dans la cérémonie, dans la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, a été nommée par Rachida Dati chevalier des arts et des lettres. Ouais, et Thomas Joly est directeur des jeux vidéo français ou je sais pas quoi là. Donc c'est bien. Ouais. Ils ont tous eu une promotion, ceux qui ont fait cette belle cérémonie qui nous a valu beaucoup d'amis dans le monde. C'est faux, hein, évidemment. Il y a beaucoup qui ont été choqués par ça. Mais là, cette DJ, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si votre cerveau a préféré effacer ça de votre mémoire. La meuf, elle faisait, je veux dire, c'est pas le seul sujet, mais elle faisait 160 kilos dans une tenue horrible, machin. Elle représentait le Christ pour appuyer sur play sur des platines. Et elle, genre, c'est devenu une meuf ultra stylée et tout. Moi, j'ai écouté ses titres, mais c'est quoi le délire ? En fait, si elle n'était pas grosse et fière de l'être, et si c'était pas son seul argument marketing, elle serait pas connue, la meuf. Donc c'est horrible qu'on mette ça en avant comme étant un truc stylé, alors que, de fait, je suis désolé, il y en a, c'est des maladies, mais la santé, il fait que tu ne dois pas être obèse, en fait. Je sais que c'est grossophobe de le dire, mais oui. Et puis je sais que certains pourraient être désespérés par ce genre de nouvelles, mais moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit dans les derniers podcasts, plus leur monde s'écroule, plus ils en deviennent agressifs et plus en fait ils essayent d'exagérer en fait tout.
Donc en récompensant des gens comme ça, en nommant Thomas Joly dans des postes qui ne servent à rien, avec l'argent du contribuable, avec des salaires énormes, ces gens-là en fait savent que c'est les derniers instants de ce monde de merde et que leur monde va s'écrouler et ils retourneront pointer à France Travail. Allez, on va finir les amis avec la belle histoire qui aurait pu se terminer mal à Mauvezin sur Guppy. À 18 ans, il achète la ferme de sa famille aux enchères pour sauver ses grands-parents de l'expulsion. La cagnotte de soutien dépasse 85 000 €. Alors, c'est l'histoire de Lucas qui a 18 ans et en fait donc la ferme familiale était en liquidation judiciaire si vous voulez et elle devait être vendue aux enchères à hauteur d'un peu plus de 100 000 €, je crois que c'était 120 000 €. Et donc Lucas il a appelé la coordination rurale à l'aide et donc les agriculteurs ont fait en sorte qu'en fait pendant l'enchère personne ne surenchérisse et en fait dans ce que j'ai compris dans ces enchères là en fait toutes les minutes le prix baisse s'il n'y a pas d'enchère si vous voulez. Ouais, donc ça commence à 120 000. Ça se fait les maisons, c'est les enchères à la baisse en fait. C'est pas à la hausse, c'est à la baisse. C'est ça. Plus t'attends. Et ben là c'est pareil. Et ben là c'est pareil. Plus t'attends et plus le prix baisse. Et donc le prix a tellement baissé que Lucas a pu faire une offre à hauteur de 10 000 € et donc racheter la ferme de ses grands-parents et surtout ne pas expulser ses grands-parents qui habitent dans cette ferme et qui donc auraient été menacés d'expulsion. Et donc lui voulait en plus la reprendre, cette ferme, etc. Bon, magnifique. On a quand même un délai de 10 jours pour que l'affaire soit conclue. Et un jour avant ce délai légal, un retraité avait surenchéri de 10%, donc à 11 000 € pour obtenir la ferme. Bon, là, évidemment, vous vous doutez bien que c'était vraiment le coup de pute du siècle. Un retraité, encore une fois, la même population, ces boomers qui n'ont aucun cœur et qui préfèrent, encore une fois, eux, à la nouvelle génération. Ancien du Parti communiste, le mec. C'est ça. Donc le retraité avait surenchéri et Lucas est passé dans l'émission de CNews, Christine Kelly. Il avait ouvert une petite cagnotte pour essayer en fait de surenchérir la proposition du vieux, si vous voulez. Donc la cagnotte était à 14 000 € à 19h, puis Christine Kelly en a parlé sur CNews. Elle est montée dans les 30 minutes à 50 000 € pour atteindre aujourd'hui quasiment les 100 000. Je ne sais pas si vous avez donné, moi j'ai donné évidemment. Donc le retraité, évidemment sous pression, en fait tout le monde de toute la France. Oui, parce que l'autre, il y avait des mecs qui appelaient à faire une ZAD de droite. À aller devant chez lui, à lui foutre une pression et tout, pour dire gros, tu peux pas te comporter comme un enculé. Donc non, il commençait à s'organiser des groupes vénères là. Ceci dit, j'aurais bien aimé voir à quoi ressemblait une ZAD de droite. À mon avis, on aurait retrouvé la ZAD de droite plus beau qu'un quartier de Paris. En fait, ça aurait été Dubaï. En fait, c'est ça, ça aurait été Dubaï, tu vois. Donc le retraité s'est retiré, en disant qu'il n'avait pas connaissance de l'histoire. Bon, j'en doute un peu quand même, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est bien, Lucas va pouvoir récupérer la ferme familiale et en plus il va lui rester de l'argent pour retaper ce qu'il faut retaper. Donc ça c'est la bonne histoire. Apparemment. Il va pouvoir acheter démarrer un élevage. Voilà. Donc ça c'est la bonne histoire du jour les amis. Donc je sais pas si vous pouvez encore donner dans la cagnotte, mais bon, on vous encourage évidemment à le faire et on va terminer donc pendant ce temps-là par cette belle histoire et Lucas qui va reprendre la ferme de ses grands-parents et la ruralité qui va toujours un peu plus vivre en France et c'est fort bien les amis. La fin de votre rubrique, le début d'une nouvelle très courte et après on va finir là-dessus. Parce que je suis attendu chez mes voisins pour un barbecue. D'accord. Voilà. Je ne vous cache rien. C'est bien, mais attendez, c'est des valeurs de droite, monsieur. C'est insupportable, ça. Putain, t'es vraiment masculiniste, horrible. Ouais, alors le début d'une nouvelle rubrique, c'est l'info de Trotsky. Je sais pas si ça reviendra, mais là, c'était nécessaire. En fait, déjà, je vais vous faire l'annonce tout de suite, comme ça, c'est mieux. On a décidé que la saison prochaine, pour détailler un petit peu toutes les... on en avait parlé une fois, mais c'était vraiment dans les premiers épisodes. Moi, j'ai démarré une liste de 100 mesures pour redresser la France quand je serai mis au pouvoir, en fait. Parce que je dis pas élu, parce que je pense que je pourrais pas être élu rapport à la Constitution française avec ce que je vais proposer. Et donc, la saison prochaine, ce qu'on fera, c'est on fera le pays de la semaine, on fera pendant cela en France, et on fera une mesure. Je vous donnerai une mesure par semaine et comme ça on pourra en débattre et ça fera 45 mesures par saison de podcast. Donc comme ça, au bout de 2 ans, pour les élections, je vous aurais donné les 100 en fait.
Je leur aurais donné 90, donc plutôt pas mal. Donc j'espère que voilà, vous serez au rendez-vous l'année prochaine pour la mesure, je sais pas comment on appellera ça, Trotsky président, la mesure de la semaine. Enfin bref, en tout cas, je vous donnerai une mesure par an. Et là, en attendant de commencer cette nouvelle rubrique, parce que je trouvais qu'il y avait un peu un flou juridique dans notre podcast, c'est-à-dire qu'on fait le pays de la semaine, on fait les infos en France, mais des fois il y a des infos internationales qui sont tellement dingues. Et là, en l'occurrence, je voulais parler de Lily Allen. Lily Allen, la chanteuse, je vous ai déjà chanté, je vous rechante pas en début d'épisode, là, Fuck You et Smile, là. Elle a déclaré ceci sur un podcast anglais, vous allez voir, c'est très court, et je vais vous traduire ce qu'elle a dit pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Je vous laisse écouter Lily Allen, et surtout, vous allez voir qu'elle répond en chantant, c'est hyper important, je vous traduis ça. Abortions, I've had a few, but then again, I can't remember exactly how many. What, really? Yeah. Why didn't this come up in last week's episode where we were just talking about abortions? Because I was just letting you run with it. Reveal everything. I can't remember, yeah. I think maybe I want to say 4 or 5. Yeah, I've heard about 5 too. Lily, I'm so happy I can say that and you can say it and no one came to shoot us down. Voilà, donc pour ceux qui ont compris, en gros, le thème, il parle des avortements. Et donc, en chantant, si je vais le faire un peu en même temps, en gros, elle fait des avortements, j'en ai fait quelques-uns, mais je pourrais pas dire combien j'en ai fait. Et donc là, la journaliste dit, mais attendez, ah oui, on parle des avortements et tout, vraiment, tu te souviens pas combien t'en as fait? Et là, elle chante en disant, peut-être 4 ou 5. Et en fait... vous entendez sa voix. Abortions, I've had a few. Attendez, elle parle de ses avortements là. Donc elle nous chante ses avortements. Je sais pas combien j'en ai fait, 4 ou 5. Mais attends, mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie mentale là, de ce qui se passe d'une star qui nous dit j'ai fait des avortements, je sais pas combien, 4 ou 5, en chantant et super contente. Et donc déjà cette info là, je fais mais attends, mais c'est quoi, c'est une attraction à Disneyland, l'avortement? Qu'est-ce qui se passe? C'est genre, moi je te raconte que hier j'ai mangé une côte de bœuf et toi tu me racontes que tu as fait un avortement et on compare cette activité, on considère que c'est à peu près le même niveau de bonheur. Genre elle dit que c'est génial, enfin tu vois, elle te le dit en chantant. Et j'ai lu ça dans un média féministe que je suis, vous savez que je suis un petit peu quelques médias pour voir ce qu'ils disent. Et là je lis, un média féministe français qui dit: loin des discours médiatiques, comme quoi ce serait traumatisant, Lily Allen ose parler de ses avortements, voilà, sans dire qu'elle en a souffert, qu'elle a perdu une partie de son âme et tout. Bon, là je suis désolé, je vais aller absolument contre comment on appelle ça, le petit disclaimer qu'on a fait tout à l'heure pour dire, voilà, où je disais les femmes, voilà, je vous attaque pas toutes, mais attendez, là elle est en train de nous dire, Lily Allen, qu'en fait, en avortement, ça peut être une activité plus ou moins comme ça et tout, mais est-ce que j'ai le droit? Je suis désolé, je sais que ça c'est le sujet absolument interdit avec toutes les femmes et tout. Mais figurez-vous qu'il y a en France 243 000 avortements par an. C'est le plus haut chiffre depuis 30 ans. Mais c'est énorme. Attends, parce que là nous on n'était pas nés. Mais tu sais que quand on a mis en place les avortements, on nous a dit que ce sera jamais une méthode de contraception, c'est le dernier recours. Attends, le dernier recours, 243 000 par an. 243 000 par an, les gars. Ça vous rend compte? Ouais, c'est un peu le problème de ce sujet-là, c'est qu'en fait, on a une pression sociale qui nous impose en fait à être pour absolument l'avortement parce qu'apparemment c'est super génial, etc. Et pas de conséquences, hein. Ah, j'en ai eu quelques-uns, évidemment. 4 ou 5, je ne sais même pas, parce que c'est cool. Attends, oh. C'est ça, en fait, dans la société occidentale déchristianisée à mort, on nous explique que l'avortement c'est bien, etc. Et en fait aujourd'hui on en fait finalement pour certaines personnes, même si ça reste traumatisant pour beaucoup, on en fait quand même un moyen de contraception et sans, comme tu le dis, sans aucune conséquence. Et je sais qu'il y a des pays où genre quand t'avortes t'es obligé d'entendre le cœur du bébé avant. Ouais, ok. En Pologne, en Hongrie, trucs comme ça, tu vois. Donc il n'y a aucune conséquence à l'avortement. Des fois certaines, parce qu'il y en a qui sont très jeunes et qui avortent, tu vois, n'ont pas conscience forcément de ce qu'elles font. Je dis pas que je suis totalement contre l'avortement. Non, mais c'est pas ça qu'on dit. Mais je dis pas que je suis totalement pour, tu vois, de là à l'inscrire dans la Constitution, je trouve ça nul. Surtout qu'il n'était pas menacé, en tout cas en France. Je comprends les pour, je peux comprendre les contre, mais ce que j'aime pas, c'est cette exagération du pour en disant oui, en fait, ça serait l'avortement, c'est le saint graal à ne pas toucher, à ne jamais remettre en question. On ne peut pas se poser la question de pourquoi il y a autant d'avortements en France. 240 000, c'est énorme, sans aucune conséquence derrière. On peut avorter 3, 4, 5, 6 fois, il n'y a pas de problème. Le planning familial
familial qui ne fait aucune, ça c'est le planning familial, c'est un des premiers trucs à supprimer d'ailleurs, arriver à la tête de l'État. Vous pensez que c'est quelque chose de bien, c'est en fait un organe de propagande gauchiste, pro-féministe, pro-avortement, pro-LGBT, tout ce que vous voulez. Les hommes enceintes, c'était eux. Hein, les hommes enceintes, c'était eux, évidemment. Donc en fait, on a une propagande qu'on met dans la tête des jeunes à ce sujet-là qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à ce chiffre monumental de 240 000 avortements. Et alors en plus, quand tu as des stars comme Lily Allen qui, les meufs, chantent leur avortement de manière décomplexée. Ça, en interview, vous dire... Enfin, en fait, moi, c'est ça que je voulais mettre en exergue. C'est que, attendez, on va laisser faire ça, de nous dire que dans le discours médiatique, c'est stylé. Ouais, 4 ou 5, de toute façon, je sais pas vraiment, peu importe, c'est une activité comme une autre d'avorter, et je le chante, et j'en ai fait. On va laisser vraiment faire ça, là? La vérité, c'est que moi, je pense qu'elle sait combien elle en a fait, et je pense que l'avortement, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant pour une femme. C'est pas quelque chose d'innocent, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'elle sait très bien et qu'elle l'exagère au maximum. Elle joue peut-être un personnage, je sais pas, tu vois, mais elle est dans cette propagande pro-avortement, pro-égoïsme d'ailleurs, qui est très caractéristique finalement de notre société. Ouais, mais en tout cas, on voit bien que entre les Japonais, leur relation homme-femme et l'Occident... le décalage. Ouais, le décalage. Et puis surtout, on voit bien que la relation homme-femme a été totalement massacrée et en Occident et au Japon. Et au final, ça donne des sociétés décadentes parce que tu vois que ce pilier fondamental de la société, parce que c'est comme ça qu'on se reproduit, c'est comme ça que l'espèce, machin, c'est le premier pilier qui a été brisé et qui en entraîne, qui pour moi fait écrouler tout le reste de l'édifice en fait. Bon, en tout cas, merci Trotsky pour l'info de Trotsky. Ouais. Merci de nous avoir écoutés, les amis. On a été très contents en tout cas de faire ce podcast sur le Japon et on espère qu'il y a des nouveaux venus. N'hésitez pas surtout à le partager et à commenter si vous êtes d'accord d'ailleurs ou pas d'accord avec ce qu'on dit. C'est important d'avoir du débat. Nous, on n'est jamais fermé à ça. Et donc, on se retrouve forcément la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et oui, allez, à la semaine prochaine. Ciao, lundi 18h. Ciao.